Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Marie-Paul Babli et je suis heureuse de vous retrouver ce jour férié sur la chaîne Ziana TV pour une émission qui va parler d'un sujet d'actualité sur le continent africain, la naissance d'un nouveau parti créé par l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, après 10 ans en prison et à sa sortie. Ce parti s'appelle PPCI et nous allons en discuter avec des Africains, avec des engagés, des citoyens qui souhaitent débattre sur cette nouvelle vision, si c'est un mythe, si c'est une réalité ou si vraiment ce parti changera le cours de l'histoire africaine. Avec moi aujourd'hui, nous avons Monsieur Yves Aïpo, cyberactiviste assez connu sur les réseaux sociaux, résident en Australie. Monsieur Aïpo, bonjour. Bonjour. Alors, j'espère que le décalage n'est pas trop profond, ça va? Non, ça va, c'est l'heure parfaite. Il est 21h46, mais 46 minutes. Très bien, merci beaucoup. Nous avons également Monsieur Congo, Don Marie, qui est animateur radio et qui fait également des émissions. Bonjour, Monsieur Congo. Bonjour, Madame Babi. Bonjour également. Bonsoir, Monsieur Aïpo. Puisqu'il a indiqué qu'il était 21h en Australie, je profite pour saluer toute l'équipe technique de Diana TV et toutes celles et tous ceux qui nous rejoindront sur cette émission. Très bien. Et nous avons aussi Monsieur Guy Mafimba, analyste politique d'origine congolaise et panafricain, qui va nous donner aussi son avis sur la naissance de ce nouveau parti. Monsieur Guy Mafimba, bonsoir ou bonjour. Bonjour Marie-Paul, et très heureux d'être aux côtés de tous les panélistes et de tous les amis africains et panafricains pour débattre de ce sujet de ce jour. Et très honoré de votre invitation. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Alors, comme je l'ai laissé comprendre, c'est un sujet qui va parler de la naissance d'un nouveau parti et de savoir, en fait, selon vous, qui analysez régulièrement tout ce qui se passe sur le continent africain et de façon politique, nous donner donc votre avis sur ce sujet. Je vais donc débuter avec, si vous me le permettez, Monsieur Yves Aïpo. Alors, Monsieur Yves Aïpo, après 10 ans d'absence, du fait que l'ancien président ivoirien a été à la CPI, libéré officiellement le 31 mars 2021, ensuite rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin, et 3 mois après, la création donc de ce nouveau parti, PPACI. Alors, au premier abord, que vous inspire en fait le retour en politique déjà de Monsieur Laurent Gbagbo, puisque c'est un parti politique? D'accord. Merci infiniment pour cette question. Je voudrais profiter de mon temps pour déjà remercier mes panélistes, les saluer. C'était un véritable plaisir d'échanger toujours avec des frères africains sur les sujets qui nous concernent. En ce qui concerne le retour du président Laurent Gbagbo en politique, je dis pour moi qu'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'exclusivité. Le président Laurent Gbagbo est une bête politique. Il respire politique. Il a commencé la politique alors qu'il était encore adolescent. Son père a été blessé de guerre. Son père avait, lui-même l'a dit récemment lors du congrès constitutif, son père avait déjà pris une carte de parti socialiste à l'époque. Donc, c'est de famille. Et ce courage de famille s'est passé de père en fils. Et ça ne m'étonne pas que le président aujourd'hui soit, après toutes les péripéties, toutes les difficultés que sa famille a traversées, revienne pour continuer le combat parce qu'il y a un goût d'inachevé. Il y a un goût d'inachevé, avoir été emprisonné, déporté, etc., etc. Il revient en Côte d'Ivoire et il veut achever sa mission. Donc, j'estime, en mon sens, que c'est ce qui motive autant d'énergie que vous avez pu observer, la création d'un parti. Il a fait une visite au Congo, il a reçu des femmes, des prisonniers politiques. Il a fait tout ça pour un homme de 76 ans. C'est beaucoup d'énergie dégagée pour pouvoir
récupérer une place de choix dans le jeu politique en Côte d'Ivoire? Très bien. Alors, Monsieur Congo, donc pour récupérer une place de choix dans le jeu politique de la Côte d'Ivoire, il y a eu bien sûr toutes les supputations qui se sont faites. Lorsqu'il est sorti, reviendra-t-il en politique, ne reviendra pas-il en politique au départ? Donc là, le retour de Laurent Gbagbo, fondateur d'un nouveau parti, qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, écoutez, ça m'inspire beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'il y avait nécessité de créer en place un nouveau parti politique avec une idéologie qui a une approche plus, comme ils le disent, panafricaine? Est-ce que c'était le moment? Est-ce qu'il fallait pas nettoyer, lever tout équivoque, tout soupçon au sein du Front populaire ivoirien avec les différents agents, Fibre, Afi et Laurent Gbagbo? Donc, il y a beaucoup de questions parce que la création d'un parti politique ne se fait pas dans l'improvisation. Ce que je peux constater, nous aurons le temps de débattre ici, nous constaterons qu'en fait, ce parti politique mis en place est le fait d'une improvisation. D'autres clament, d'autres disent qu'il s'agit d'un génie, d'un coup d'éclat politique de la part du président Gbagbo. Mais il faut savoir que le RDA, comme beaucoup ont mentionné, a mentionné le RDA ne s'est pas fait d'un coup d'éclat. Le RDA est issu de ce qu'on appelle le SASA, le syndicat agricole africain. On va revenir sur le RDA. Mais voilà, oui, mais parce que, pourquoi je l'indique? Parce que M. Koné Katinan, lors d'une émission sur une chaîne privée en Côte d'Ivoire, chaîne NCI, chaîne du fils de Mme Noudian Koloro Ouattara, il a indiqué aux chroniqueurs que le PPA va dans l'élan en fait de ces partis comme le Rassemblement démocratique africain. Il faut savoir que le Rassemblement démocratique africain ne s'est pas fait sur un coup d'éclat. C'est-à-dire il y a toute une histoire derrière. Idem pour le Front populaire ivoirien de la clandestinité qui par la suite a décidé d'offrir un programme politique en fait aux citoyens ivoiriens. Donc le PPACI, qu'est-ce que le PPACI nous propose? Il y a beaucoup de choses. Nous allons parler sur le front idéologique. J'espère que mon interlocuteur en face aussi aura des idées concernant le panafricanisme pour que nous puissions éclairer la masse de ceux qui nous suivent. Voilà. C'est ça le but de l'émission, pour éclairer et pour que les gens comprennent selon les mesures qui vont être des officieux. Monsieur Guy Mafimba, est-ce que... Oui, c'est bon. Monsieur Guy Mafimba, Laurent Gbagbo revient donc à la politique avec un nouveau parti. Comme l'a dit Monsieur Congo, d'autres disent c'est un génie politique, donc c'est normal qu'il poursuive. D'autres estiment que ça a été un peu trop rapide son retour en politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame, je me souviens lorsque nous avons eu des débats au sortir après l'acquittement de M. Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, nous avons eu des débats ici et nous avons émis un certain nombre d'hypothèses sur la suite que devrait donner le président Laurent Gbagbo, la suite qu'il devait donner pour les problématiques qui se posent en Côte d'Ivoire. Et je me souviens avoir essayé de réfléchir sur la thèse de la vocation panafricaniste que devait revêtir le président Laurent Gbagbo. Pourquoi je le disais? Parce que je partais du principe que, pour moi, Laurent Gbagbo, c'est un peu comme l'intellectuel en politique. Et la spécificité des intellectuels en politique, le fait qu'ils n'arrivent pas en politique par opportunité. Ils arrivent en politique par des convictions fortes. Et à cela, il faut ajouter le fait que Laurent Gbagbo, c'est un historien. Et donc, Laurent Gbagbo, pour revenir à votre question, la traduction politique actuelle de Laurent Gbagbo en créant un instrument panafricaniste, ce n'est que la suite logique, selon moi, de tous les combats qu'il vient de mener. Pour être un peu plus explicite, Laurent Gbagbo a été défait lors de la fameuse tragédie que la Côte d'Ivoire a connue, suite à un complot panafricain, France-africain. C'est la France-Afrique avec en tête Nicolas Sarkozy, qui a mis en échec la politique de Laurent Gbagbo, qui a mis en échec, qui a envoyé Laurent Gbagbo à la CPI. Mais c'est aussi grâce
à la mobilisation panafricaine des intellectuels, des militants, que Laurent Gbagbo a eu cette liberté. Et ce n'est que la suite logique pour avoir tiré ces enseignements qu'il a estimé que pour donner un sens à son combat, il fallait créer un instrument véritablement panafricain. J'y reviendrai dans les détails. Et moi, je pense qu'il est dans une suite logique de ce que j'appelle, moi, l'intellectuel en politique. Et je reviendrai plus tard pour expliquer pourquoi, pour moi, ce parti politique qui vient de naître répond à la fois à des défis nationaux de la Côte d'Ivoire et à des défis africains. Et pourquoi moi, en tant qu'observateur du Congolais, c'est-à-dire africain, j'estime que les Africains devaient se saisir de cette opportunité pour donner une autre dimension au combat que nous menons en tant qu'Africains à l'émancipation de l'Afrique et au développement de l'Afrique. Très bien, Monsieur Mafimba, merci. Vous avez donné votre point de vue. Monsieur Aïpo, je reviens donc à vous. Monsieur Congo parle d'improvisation d'un parti. Il est certain que l'idée, quand Monsieur Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, beaucoup pensent qu'il va essayer de récupérer son instrument politique dont il a souffert pour mettre en place les années d'exil, le combat contre l'ancien président ivoirien fondateur de l'indépendance, donc monsieur son excellence Houphouët-Boigny. Et là, à la surprise vient du fait que non, il lâche le FPI, qui était son instrument de bataille et avec lequel il a acquis le pouvoir pour créer donc un nouveau parti. Alors déjà, ça peut un peu interroger des Africains de savoir pourquoi n'a-t-il pas lutté, lui qui est un combattant, comme beaucoup le disent et le connaissent sur le continent, pour récupérer son instrument que lui-même avait créé, avant de créer un autre parti. Bah, écoutez, je pense que le président Laurent Gbagbo a été presque forcé à prendre l'option de la création de nouveaux partis. En ce sens que depuis 2015, nous avons noté des comportements un peu bizarres, incompréhensibles en ce qui concerne Affi N'Guessan. En 2015, c'est une année électorale. L'opposition, dans sa grande majorité, estime que la commission électorale indépendante est défaillante. Il faut la retravailler, il faut faire des propositions et c'est sur ce point qu'il faut mettre le curseur, de sorte à ce que le président ou le gouvernement apporte des aggiornamentos. Malheureusement, pendant que les camarades d'Affi N'Guessan, notamment à cette époque, le président Aboudraman Sangaré était vivant, tous les camarades du FPI disaient à Affi N'Guessan, on ne peut pas aller à des élections présidentielles avec une CEI comme ça, où le président a un représentant, le ministre de l'Intérieur a un représentant et le président de l'Assemblée nationale a un représentant, sachant que tous ceux-là sont issus du RDR, ça donnait trop de représentants, trop de représentativité au sein de la CEI. On n'avait aucune chance de gagner des élections avec une CEI comme ça. Affi N'Guessan a décidé d'y aller. Et pendant que pratiquement tous les autres partis ont dit non, lui, il est allé. C'est à ce moment-là que le président Laurent Gbagbo et tous ses camarades se disent on a un problème. Parce que le monsieur utilise l'instrument, il utilise le parti et il en fait ce qu'il veut. Il va à des élections présidentielles à 9%, mais ça ne lui dit rien. Donc, voilà un peu où les guéguerres ont commencé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que moi, à cette époque, en 2015, je me suis rendu à Accra et j'ai interviewé un certain nombre de camarades qui étaient vice-présidents de la représentation du parti au niveau d'Accra, notamment le camarade... De quel parti parlez-vous? Du FPI, bien, c'est ça? Oui, à l'époque, on était tous ensemble. C'est vrai qu'il y avait une dissidence, mais on était tous ensemble encore. On parlait déjà de scission, mais on était quand même ensemble. Donc, en 2015, je rencontre le camarade Damana Picasse que j'interviewe
Je lui pose des questions donc sur le problème. J'intervive le camarade président Émile Guirielou, qui était donc le président même de la coordination au niveau d'Accra. On a un échange de 3 heures de temps où ils expliquent tous les problèmes, même d'ordre juridique, parce qu'à cette époque aussi, nos camarades sont allés faire le congrès de Mama et puis ont été arrêtés. Certains camarades, notamment Hubert Oulaï, Danon Djedje, etc., ont été arrêtés, ils ont été emprisonnés. Et quoi, Justin? Donc, ils m'expliquent tout ça. Ils sont très agités, ils sont très en colère. Mais malgré ça, au moment où je vais pour éditer les vidéos, pour les mettre sur, sur Internet, il me rappelle le jour avant pour me dire, attention Yves, il ne faut pas poster ce qu'on a enregistré. La partie où on a parlé d'Afin N'Guessan, il faut retirer. Alors, je leur demande pourquoi. Ils me disent non, parce que nous sommes encore en train de faire des discussions. Nous sommes en train d'essayer de convaincre Afi de sorte à ce qu'on trouve un terrain d'entente. Si je prends cet exemple pour dire que la volonté de pouvoir se mettre ensemble n'a pas manqué. Les gens ont voulu le faire. Ils ont tout tenté. De 2015 jusqu'en 2019, jusqu'à ce que Afi lui-même soit reçu par le président Laurent Gbagbo. Mais les conditions qu'il a posées au président Laurent Gbagbo, la première fois, le président a dit, bon, moi, je préfère ne pas me prononcer dessus puisque je suis encore en exil. Va en Côte d'Ivoire, discute avec les camarades et s'ils sont d'accord, il n'y a pas de problème. Il est allé, il est retourné, il a posé le problème à Souadou, à tout le monde. Ils ont dit non, ces conditions ne nous arrangent pas, ce n'est pas de la démocratie. Et quand le président lui-même revient en Côte d'Ivoire, là encore, il y a des discussions. Le président dit, bon, écoutez, comme on a essayé, ça fait pratiquement 6 ans qu'on essaye de trouver des manches et que ça ne passe pas. Nous-mêmes, on était obligés de s'adosser sur avec le professeur Ounien, comment on appelle, la formation politique. Sur EDS. Le EDS, pour pouvoir mener un certain nombre d'activités politiques. Sinon, avec le FPI, on ne pouvait plus mener d'activités politiques. Donc, le président a dit, OK, donc si c'est comme ça, au lieu de rester dans un conflit avec Afin N'Guessan, ça va nous prendre beaucoup d'énergie. On ne pourra même pas mener des actions. Par exemple, on doit lutter pour la libération des prisonniers politiques et militaires. On doit lutter pour le retour des exilés. On a des combats. Vous voyez, non? Donc, on va laisser cette histoire des FPI et puis on va créer notre parti et on va se mettre en marche. Voilà. Donc, moi, il y a certains, je veux dire, sur cette question, il y a des gens qui peuvent dire, oui, nous, on aurait préféré que tu continues le combat contre Afin N'Guessan. Mais moi, mon opinion, je pense que le président a fait le bon choix, puisqu'il n'avait pas vraiment le choix. Je pense qu'il a fait le bon choix d'opter pour créer un nouveau parti. Est-ce que c'était contre Afin N'Guessan? Est-ce que c'était pas juste récupérer quelque chose qui lui appartenait? Non, 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 pas du tout. On ne crée pas un parti contre quelqu'un, sinon ce serait beaucoup trop d'efforts pour non, je veux dire par là, est-ce que récupérer la lutte était contre Afin N'Guessan? Est-ce que la lutte n'était pas de récupérer son instrument politique créé par lui-même? Mais pourquoi je dis qu'il est pratiquement forcé? Parce que la lutte dont vous parlez est pratiquement impossible à partir du moment où l'État de Côte d'Ivoire reconnaît Afin N'Guessan comme le chef du FPI. D'accord. Quand on fait un déplacement, on nous interdit d'utiliser le logo, on nous interdit d'utiliser le nom de FPI. Donc, on ne peut pas travailler comme ça. Voilà. Donc là, en ce moment, ayant créé donc, il devenait nécessaire donc, de créer un nouveau parti. C'était pratiquement obligé. Il y avait pas d'autres options. D'accord, ok, très bien. Monsieur Aipo, je reviendrai. Merci. Monsieur Congo, alors, au vu de ce que dit Monsieur Aipo, donc au vu du fait que le FPI échappait légalement, bien sûr, à Monsieur Laurent Gbagbo, le fondateur du FPI, avec d'autres de ses amis, il devenait donc nécessaire de créer un nouveau mouvement pour continuer donc la lutte politique. Est-ce que, à votre sens, c'était judicieux, puisque déjà dans votre introduction, vous avez parlé d'improvisation. Est-ce que ça confirme pour vous l'improvisation ou mais tout simplement pour Laurent Gbagbo qui a dit clairement que c'est lui qui décidera de quand il se retire du pouvoir, il était nécessaire de continuer la lutte via un nouveau instrument et comme a dit M. Mafimba, de façon plus ouverte à l'Afrique? Bah, écoutez, en fait, j'ai pris la peine d'écouter religieusement, si je peux employer cette verbe, en fait, mes deux interlocuteurs et je vais leur répondre tout naturellement. La première des choses qu'il faut savoir,
M. Aipo, là, dresse en fait un récit de son parti avec une version concernant un camp. D'accord? Une version concernant un camp. Moi, j'ai pour habitude, en fait, de ne pas avaler, d'accord, les dires d'une seule personne concernant une seule idéologie. Quand on veut faire émerger une vérité, il y a la confrontation des idées et nous faisons une déduction. Monsieur Afin Guessan a donné un récit précis en ce qui concerne leur démêlés interne au sein du Front populaire ivoirien. Alors, monsieur Aipo tient un discours concernant un camp, en l'occurrence la personne du président Laurent Gbagbo. Je risque de vous choquer ici, mais il faut savoir que monsieur Laurent Gbagbo est un être humain comme nous. Donc, il ne détient pas un sceau universel comme qui indiquerait que tout ce qu'il dirait serait juste. Nous avons un cerveau, nous devons réfléchir. Donc, j'ai écouté les deux versions et j'ai parlé du fait de l'improvisation. Alors, quand M. Aipo dit qu'on n'a pas le choix de toutes les façons, il fallait créer un organe politique afin de pouvoir exister, ça veut tout dire. Ce n'est pas le même cheminement, comme je vous ai parlé du syndicat agricole africain, qui s'est mué par la suite en Rassemblement démocratique africain. Parce qu'il y a une histoire, il y a une base, il y a une formation des militants, il y a une réalité à cette époque. Monsieur Mafimba parle d'un soutien, tout à l'heure lors de son intervention, il a parlé d'un soutien naturel et spontané, d'accord, du continent vis-à-vis de la personne du président Laurent Gbagbo. Personne ne le conteste. Personne ne le conteste. Mais il faut savoir que le Front populaire ivoirien, à l'origine, qui est un parti socialiste, proche du socialisme français, d'accord, a toujours fonctionné ainsi. Basculer du socialisme français pour aller vers le panafricanisme, c'est intéressant. Mais pouvoir, si cette démarche est vraiment spontanée, exacte, est vraiment la nécessité de l'instant, on le constate par des faits, des gestes. Le président Laurent Gbagbo est sorti, il a fait mention du peuple africain en ce qui concerne son incarcération, une fois lors d'une interview, mais nous avons vu lors de ces différentes démarches qu'aucune démarche ne ressemblait au panafricanisme, si ce n'est qu'un mélange des genres. Je vous donne un exemple. Lors de la présentation du congrès du PPA, nous assistons à un pléthore d'invités qui sont sur place. Nous avons des socialistes, nous avons M. Michel Gali que je retiens. Je vous dis pourquoi je cite M. Michel Gali, c'est intéressant, parce que nous ne sommes pas dans un débat pour polémiquer, il faut dire les choses. M. Michel Gali que j'ai vu au sein de l'Assemblée nationale française, avec certains dignitaires de l'ancien Front populaire ivoirien pour aller négocier ou discuter je ne sais quoi. Et en ce moment, le président Laurent Gbagbo était encore enfermé. On l'a vu aux premières loges. Nous avons vu le Parti communiste français. Nous avons vu des personnes de différents partis politiques. Mais M. Gali a toujours été un soutien de M. Laurent Gbagbo, M. Écoutez, moi, je ne suis pas un militant du Front populaire ivoirien, ni militant du Front. Non, c'est pour ça, comme vous citez son nom, c'est pour ça que je voudrais savoir pourquoi vous citez son nom. Après, il faut savoir, est-ce que c'est le Front populaire ivoirien qui a envoyé M. Michel Gali pour aller discuter avec des parlementaires français pendant que le président Laurent Gbagbo était enfermé à La Haye, et le même président Gbagbo qui dit, lors de sa première comparution, que c'est la France qui a fait le travail? Il y a un paradoxe. Nous sommes dans une logique. Le président Laurent Gbagbo a indiqué que c'était la France, comme M. Mafimba l'a dit, de M. Sarkozy, qu'il a bombardé injustement et qu'il a enfermé. M. Michel Gali part sous le nom de quel couvert? A-t-il été missionné par le président Laurent Gbagbo pour discuter avec les parlementaires français pour je ne sais quoi? Ou a-t-il... Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être. Donc, vous lancez une information sans savoir, en fait. Vous aurez peut-être pu poser la question à M. Gali. Alors, cette information sans savoir, pourquoi je la lance? Pour un si grand parti et pour une chose aussi sensible, c'est-à-dire l'incarcération du président Laurent Gbagbo, la communication doit être importante. Maintenant, voir M. Gali, qui est en soutien du président Laurent Gbagbo, au sein, d'accord, des institutions qui ont condamné le président Laurent Gbagbo, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, Madame Babi. Parce que ce même Laurent Gbagbo va devant la CPI et dit que ce n'est pas Ouattara qui a fait le travail, c'est peut-être même France qui a fait le travail. Qu'est-ce que M. Michel Gali va faire au sein, d'accord, d'une représentation institutionnelle française? Va-t-il négocier ou va-t-il encore passer un message pour dire que le président Laurent Gbagbo ira jusqu'au bout? Vous savez pourquoi j'ai dit cela? Parce que le problème, quand on parle en fait d'une démarche panafricaniste, on ne parle pas d'une démarche de compromission. L'Union africaine, qui est une organisation régionale aujourd'hui, c'est dit panafricaniste. Elle n'est pas panafricaniste, puisqu'elle est un laquais de l'Union européenne. Et M. Mafimba a parlé du fait que le président Laurent Gbagbo soit professeur d'histoire. Mais celui qui a mis le plan en fait de l'OUA en UA est M. Alpha Omar Konaré, qui est aussi docteur en histoire.
il devait en fait savoir qu'est-ce que le panafricanisme et qu'est-ce que les germes d'une entité régionale, efficace et panafricaniste. Il n'a pas fait. L'Union africaine est budgétisée par l'Union européenne avec la signature d'un professeur d'histoire. Donc, être professeur d'histoire ou être intellectuel n'est pas un gage, n'est pas un saut quand on embrasse le panafricanisme. Est-ce que c'est le panafricanisme que nous connaissons au XXe siècle, que nous avons toujours connu, ou est-ce le panafricanisme originel, scientifique, qui pourrait vraiment nous aider? Le problème, c'est que M. Congo, là, vous rentrez dans le panafricanisme, alors que pour l'instant, je vous ai demandé, oui. Est-ce que pour vous, c'était une improvisation ou ne fallait-il pas essayer de sauver l'instrument? Après, nous allons rentrer dans le panafricanisme. Ne vous en faites pas. Mais à l'instant, suite à votre question, à l'instant, je viens de vous répondre, je dis, est-ce que, d'accord, est-ce que ce parti appelé PPACI, Parti des peuples africains, est-il un parti qui embrasse véritablement le panafricanisme, ou est-ce que le PPACI va embrasser ce panafricanisme que nous connaissons, qui est avec l'Union africaine, mais qui dans le fond n'est pas panafricaine? Donc, l'idée même de cette question que je pose doit être posée à ces militants qui ne répondront pas parce qu'ils ne sont pas formés pour le panafricanisme. Il y a 3 mois de cela, ils étaient socialistes. Comment 3 mois de cela, des socialistes deviennent tellement panafricanistes? Il y a un problème. Donc, moi je dirais, et je maintiens ma position, ils ont vu, ils ont des personnes tout autour du président Gbagbo qui ont vu que le peuple africain, la diaspora, le peuple noir, même pas africain, a soutenu le président Gbagbo. Il fallait embrasser quelque chose, d'accord, pour rebondir dans ce même élan, pour toujours attirer cette ferveur, pour toujours attirer ces personnes. Mais dans le fond, il n'y a rien de panafricaniste. Ce sont des personnes qui sont affiliées à Paris. D'accord, très bien. Monsieur Mafimba, on va donc rentrer dans le débat sur le PPA d'office. Monsieur Congo nous y met. Alors, donc, le FPI qui a été l'instrument de bataille du président Gbagbo, donc disparaît, enfin du moins, est laissé à monsieur Affi N'Guessan, d'accord? On crée donc le PPA-CI, parti, si j'ai monsieur Aipo, vous me confirmez tous, parti panafricain, africain, Côte d'Ivoire, et je suppose qu'il y aura d'autres pays qui vont s'ajouter, c'est ça? Parti des peuples africains. Voilà, parti des peuples africains. Bien. Monsieur Mafimba, suite à ce que dit monsieur Congo, est-ce que maintenant on rentre donc dans la ligne droite et beaucoup posent la question, est-ce que ce panafricanisme prôné par monsieur Laurent Gbagbo, on a tous entendu son discours et je vais y revenir pour le creuser, est-il ce nouveau concept qui mobilise et juste donc il faut surfer dessus? Ou bien vous pensez que c'est quelque chose qui a été réfléchi par l'équipe, pas seulement par lui, parce qu'il a dit depuis qu'il est sorti de prison. Donc depuis 2019, il a commencé à y penser clairement. Donc depuis 2019, ça fait quoi, 2 ans et demi, concrètement. Donc, est-ce que pour vous, c'est un concept sur lequel il faut surfer, ou vous pensez que là, avec ce parti, on rentre dans de nouvelles bases du panafricanisme et comment cela va s'orienter? Je vous écoute. Une très très bonne question, Paul, Marie. Il faut déjà 2 observations par rapport aux sorties de mon frère Congo et de l'autre frère. Sur d'abord les questions internes. Selon moi, pourquoi intelligemment le président Laurent Gbagbo a préféré laisser la problématique, le contentieux sur le FPI. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est un animal politique et ça, je peux lui accorder. Nous avons eu ce problème-là au Congo-Brazzaville. Lorsque M. Laurent Gbagbo est acquitté, ne pensez pas que le pouvoir de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara, va accueillir à bras ouverts Laurent Gbagbo lorsqu'il reviendra. Pourtant, ça a été fait. Ils se sont vus, il y a eu des embrassades. Hein. Attendez, j'y viens. Ça, c'est ce qu'on appelle la communication. Et croyez-moi, madame, lorsque on a combattu un adversaire qui a été acquitté parce qu'on estimait qu'on devait le neutraliser, on crée les conditions, même s'il revient dans son pays, il faut faire en sorte qu'on puisse le contrôler. Et le FPI courant Affi N'Guessan a été créé sciemment par le pouvoir de Ouattara pour atténuer la ferveur, pour atténuer
l'emprise en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Ça a été créé sciemment. Nous avons eu ce problème-là au Congo-Brazzaville lorsque Lissouba et Kolela se sont retrouvés en exil. On a créé des partis bis qu'on a donnés à des personnes qu'on pouvait manipuler à sa guise, à leur guise, les pouvoirs concernés. Ce qui revient à dire que une fois Laurent Gbagbo rentré, il allait tomber dans des débats, on va dire, juridiques. Et lui, il rentre en disant qu'il rentre dans le jeu politique démocratique. Et donc, il va se retrouver devant les juridictions, mais qui sont tenues peuvent être déclarées, en tout cas, ces revendications non fondées. Et l'autre l'a dit tout à l'heure, le frère. À chaque fois qu'il pouvait demander une rencontre, on disait non, vous ne pouvez pas utiliser le logo du FPI. Donc, c'est un stratagème mis en place par le pouvoir et de manière tactiquement, intelligemment, Laurent Gbagbo est sorti de ce stratagème, de ce piège-là pour créer son parti. C'est ce qu'on appelle l'intelligence en politique. Maintenant, je reviendrai sur ce que le frère Congo a parlé. Non, ce n'est pas parce que j'ai parlé d'intellectuel en politique, d'historien, que automatiquement il est devenu panafricaniste. Mais je rappelle à mon frère Congo, tout à l'heure, j'ai dit, on arrive en politique par opportunité ou par conviction. Vous êtes ivoirien. Vous avez, je crois, entendu parler du livre de Laurent Gbagbo. Il était encore même pas chef de l'État. Il était les réflexions sur la conférence de Brazzaville, écrit par Laurent Gbagbo. Relisez cette lecture. Vous allez comprendre à quel point ce monsieur avait déjà une espèce d'essence panafricaniste dans sa réflexion en tant qu'historien. Mais c'est fondamental. Lorsqu'on veut parler, lorsqu'on veut faire une analyse sur les actes que pose un politique à un temps T, il faut toujours faire une traçabilité sur son parcours. Et donc, lorsqu'on lit ce livre, et il faut avoir le courage de l'époque pour remettre en cause la thèse des Africains, des intellectuels, des hommes politiques qui pensaient que De Gaulle était celui qui avait donné de manière tout à fait, on va dire, consensuelle l'indépendance aux Africains, alors que c'était le stratagème pour mieux contrôler les États africains. Et lui, il a été un des rares intellectuels africains à remettre en cause cette thèse-là. Et je peux vous dire, au niveau de la DGSE déjà ici, ce monsieur était un danger lorsqu'il va rentrer de plein pied en politique. Donc, quand je disais tout à l'heure que c'est une suite logique, la création de son parti, c'est une suite logique, c'est par rapport à cela. Parce que qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? Lorsqu'il rentre au plein pied en politique, et vous avez su le dire, qu'est-ce qu'il a fait au niveau de l'Union africaine? Qu'est-ce qu'il a fait au niveau des organes sous-régionaux? Mais mon cher ami, la politique, c'est un rapport de force. Vous savez combien de chefs d'État ont été tués parce qu'ils ont voulu défendre cette vision panafricaniste? Où est chez nous, où est Mariam Gwabi? Où est Pascal Lissouba qui avait le parti, l'UPADES et l'Union panafricaine, c'est une union panafricaine, l'UPADES, Union panafricaine social-démocratie, enfin j'oublie. Mais Lissouba, qui a déchu Lissouba? C'est Chirac. La même situation qui s'est passée avec Laurent Gbagbo, ça s'est passé chez nous avec Pascal Lissouba, qui était aussi l'intellectuel en politique, qui a théorisé le panafricanisme avant même qu'il arrive aux affaires. Donc, pour répondre véritablement à votre question, Paul-Marie, vous avez posé de savoir, est-ce que c'est par tendance, par propagande? Non, c'est véritablement par conviction que le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il constate le piège tendu au niveau en Côte d'Ivoire par celui qui est aux affaires, il trouve, bien entendu, un contournement en se disant, on lui laisse son FPI parce que c'est un piège, nous aurons toujours des problèmes avec la justice ivoirienne qui est tenue par le pouvoir. On crée, comme nous sommes déjà dans une vision panafricaine, comme lui était dans une vision panafricaine, et comme il a estimé à raison que c'est grâce à la mobilisation panafricaine, les intellectuels, les hommes politiques et autres, qu'il a réussi la libération. Et enfin, surtout,
comme il a dit dans son discours, que lui, il va passer la main. Mais il veut passer la main. Nous allons y revenir, nous allons y voilà, revenir. en donnant, je finis là-dessus, en donnant aux Africains un instrument de combat pour lutter contre quoi? Les démocratures. Parce qu'aujourd'hui, pour lutter contre les démocratures, je vous ai donné la définition qui est la mienne la dernière fois, il nous faut qu'on comprenne que pour lutter contre Sassou Nguesso, pour lutter contre Ouattara, qui sont des hommes liges de la France-Afrique, il faudrait que les peuples africains arrivent à mutualiser les moyens, à mutualiser les énergies pour arriver à bout de ces régimes que j'appellerais des démocratures. Voilà l'instrument, la vision ou la réflexion, en tout cas, du président Laurent Gbagbo, que je pense être une réflexion tout à fait pertinente. Très bien. Monsieur Mafimba, merci. Je reviens à Iva Laurent Gbagbo et ses partisans. Je reviens à monsieur Iva Hippo. Donc ça, ce sont les images, bien sûr, présentées par une presse consoeur, du moins, sur ce jour de la création des assises du PPACI. Monsieur Hippo, ma question sera très simple. Laurent Gbagbo est-il panafricain? Nous savons tous que, effectivement, on connaît le combat de l'homme, mais nous savons tous aussi qu'il est très francophile. Nous savons tous, et nous avons vu lors de ce congrès, M. Congo l'a souligné à juste titre, tous ces Français qui étaient là, toutes ces personnes qui étaient là, c'est vrai qu'il y a eu des tas tchadiens, etc., etc., ces Européens qui étaient là. Alors moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est que le panafricanisme défendu selon vous, en tant que Iva Hippo, par M. Laurent Gbagbo, concrètement? Merci. Vous savez, le panafricanisme, c'est un mot assez atypique, en ce sens que il est beaucoup plus intéressant à décortiquer qu'à définir. Parce que définir le panafricanisme nous emmènerait à prendre le préfixe pan et puis le suffixe africain, pour dire que c'est l'ensemble des Africains. Si on veut faire une analyse aussi littérale, ça ne donne pas grand-chose. Alors que quand on rentre dans l'univers du panafricanisme, il y a beaucoup de choses à dire. Le panafricanisme tire ses sources dans la diaspora américaine et la diaspora, je dirais, quand on parle d'Haïti, on parle de Saint-Domingue, on parle de tout ce... Là-bas, il y avait déjà le panafricanisme. Quand on parle de panafricanisme, on parle aussi d'afrocentricité. Quand on parle de panafricanisme, on parle aussi de renaissance africaine. Donc, il y a tellement de concepts dans ce concept, parce que le panafricanisme, à l'origine, ce n'était qu'une idéologie intellectuelle. Les intellectuels en parlaient. C'est après que c'est devenu une idéologie politique. Parce qu'au moment où Marcus Garvey, aux États-Unis, se proclamait président des États-Unis d'Afrique, nous sommes dans les années 1920. Nous sommes au début du XXe siècle. À cette époque-là, il ne mène pas d'action politique sur le terrain. Il ne fait pas comme Kwame Nkrumah. Il ne fait pas comme Lumumba. Il est aux États-Unis et il prône le retour aux sources. Le retour aux sources africaines. Il demande aux afro-descendants aux États-Unis de revenir à la souche matricielle, donc de revenir en Afrique. Il mène un combat dans ce sens. Il mène un combat aussi économique parce qu'il crée une association qu'on appelle l'UNIA et puis il dit aux Africains, il dit aux afro-descendants que nous-mêmes, là, on n'a pas besoin des banques américaines, des Blancs. Là. On peut créer nos ressources. On peut générer nos ressources. Donc, il crée des sociétés. Il a même créé une société où il avait des bateaux, tout ça, pour faire repartir les Américains, les Afro-descendants vers l'Afrique. Donc, Marcus Garvey, c'est l'une des figures pionnières du panafricanisme. Ensuite, il y a eu des gens tels que Martin Delahine. Martin Delahine, qui, lui,
s'est battu dans la guerre des confédérations aux États-Unis et qui a mené un combat. Martin Delaunay a laissé 7 livres sur le panafricanisme. L'un de ses livres les plus populaires, c'est là où il parle de l'Éthiopie, de la civilisation de Napata, de Nataplaya, de Merowe. Il ne parle pas d'Achum dedans. Voilà, donc il parle de l'Éthiopie. Ensuite, il y a Sylvester Williams, qui a été, lui, le juriste. Après, peut-être vous allez être frustré, mais vous allez me donner toute l'idéologie. Moi, je veux savoir la substance pour créer donc le PPACI. De quelle substance? D'accord. Puisque vous avez dit qu'il y a différents concepts. Voilà. Merci. Donc, c'est pour dire que j'ai cité Martin Delaunay, j'ai cité Sylvester Williams, pour dire qu'il y a plusieurs voies, plusieurs canaux d'expression dans le panafricanisme. Le président Laurent Gbagbo décide aujourd'hui de se lancer dans la conquête panafricaniste. Voyez, moi, je ne comprends pas une chose. Le procès qu'on fait, est-ce que Gbagbo est panafricaniste? Est-ce que le PPACI, c'est pas? Mais lorsque un enfant ou bien une femme que vous aimez bien vient vous voir et puis dit, papa, je veux être médecin. Vous ne lui dites pas, mais mon fils, tu n'es pas assez intelligent pour être médecin. Il faut maîtriser ceci, il faut maîtriser cela pour être médecin. Vous l'encouragez à devenir un médecin. Vous vous investissez pour que son rêve soit réalité. Sauf quand on s'appelle Laurent Gbagbo et qu'on a 76 ans, on n'a plus besoin de l'encourager. Il a déjà laissé des traces. C'est vous-même qui l'avez dit. Non, lorsqu'on aime quelqu'un, nous tous là, le panafricanisme nous ferait du bien. Nous tous en tant qu'Africains. Vous voyez? Donc, si quelqu'un se lève, que ce soit Gbagbo, ou que ce soit même Congo, ou que ce soit quelqu'un d'autre, que celui qui se lève, qui dit il veut se lancer à la conquête du panafricanisme, nous devons tous être avec lui. Mais au lieu de le faire, les gens sont en train de dire, mais est-ce que, tu voyais, toutes ces questions-là, ça empêche l'Africain de faire de bonnes choses. Et moi, je vais vous dire, moi, je suis rentré dans le cyberactivisme parce que j'ai observé Kémy Séba. Dans les années 2010-2011, quand Gbagbo était en prison, je passais beaucoup de temps sur YouTube et je voyais ce jeune homme qui a mon âge. Et je le voyais faire tout ce qu'il faisait. J'ai dit, mais il faut qu'on puisse accompagner un tel camarade. Il fait de très bonnes choses, même si nous ne sommes pas d'accord sur certains concepts. Vous voyez? Mais je veux dire, pour l'essentiel, il a besoin d'être soutenu. Et c'est comme ça que j'ai commencé moi aussi à faire mes vidéos pour soutenir le président Laurent Gbagbo étant en prison. Pour vous dire que le panafricanisme, là, il y a un gars qui disait, il s'appelle Wole Soyinka, à l'époque où les gens parlaient de négritude. Wole Soyinka disait, le tigre ne crie pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore. Pour dire que parler, là, ça ne rapporte rien. S'il y a un parti qui est créé et que ce parti se revendique panafricaniste, regardons les actions qui seront posées. Regardons la conquête qui sera menée. Et puis, dans 20 ans, dans 30 ans, on fera le procès du PPACI. On dira, voilà. Monsieur Ayipo, ce n'est pas un procès. La personne symbolique. Je ne parle pas de vous. Je vous pose la question. Ce ne peut pas moi, mais je suis là pour poser des questions. Parce qu'on oriente. Lorsque le président Laurent Gbagbo, et on sait qui est Laurent Gbagbo, c'est indéniable sur le continent, propose un nouveau concept, et lui-même lors de la création, essaie de l'expliquer, même si bien sûr les bases vont être mises plus tard. Il le dit, lorsque j'allais en Chine, et qu'on me donnerait le tapis rouge. La question à se poser, est-ce que j'avais le même niveau que la Chine à côté de moi? D'accord? Il a expliqué le fondement. Donc, les bases sont déjà mises. Maintenant, nous, on veut savoir, Monsieur Laurent Gbagbo, selon son parcours, qui aujourd'hui même l'a dit dans une interview, c'est la France qui m'a bombardé, etc., etc. Et lors de son congrès, on voit une pléiade d'Européens qui sont là, qui viennent l'applaudir, etc., et parlent du panafricanisme. Excusez-nous de nous demander, vous qui suivez cet homme depuis longtemps, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Voilà la question que nous posons. Ok, voilà, je vais vous répondre, cher ami.
Je fais une différence entre Laurent Gbagbo dans l'opposition, Laurent Gbagbo président, et puis le PPACI. Le PPACI, excusez-moi, je peux continuer. Il y a un écho. Non, c'est bon. Monsieur Aipo, vous pouvez reprendre. Allez-y. Okay. Donc, je disais que je fais une différence entre Laurent Gbagbo dans le FPI, c'est-à-dire opposant au pouvoir. Je mets cette période-là derrière moi. Parce que la question, je pense qu'il s'agit du PPACI et son panafricanisme. Voilà. Vous dites qu'il y avait des Européens, dans la salle qui acclamaient le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, son panafricanisme n'est pas dressé contre des Européens. Aucun leader panafricaniste dans ce monde n'a jamais dit que mon combat c'est contre les Européens. Le combat panafricaniste, c'est contre les officines mondialistes, néolibérales, européennes et américaines. Donc, ce ne sont pas des blancs. Vous voyez des blancs dans la salle, vous ne savez même pas qui ils sont. Il faut qu'on sache qui ils sont. Maintenant, si vous voyez, par exemple, un homme qui défend des idées néolibérales être invité là-bas, là, vous pouvez dire, oui, vous dites que vous êtes panafricaniste et puis vous avez invité George Soros. Vous dites que vous êtes panafricaniste et puis vous avez invité telle personne. Voilà. Mais ceux qui étaient là-bas, ce sont des blancs qui épousent notre cause et qui veulent être avec nous. Vous savez, le mouvement des féministes, lorsque Simone de Beauvoir lançait le féminisme, son mouvement en France, elle n'était pas seule, hein? Il y avait Jean-Paul Sartre à côté. C'est un homme, mais il s'est battu et il en a même fait une copine. Ils ont vécu ensemble. Donc, pour vous dire que pourtant, c'est un mouvement de femmes. Donc, je veux dire que le panafricanisme, ce n'est pas une lutte que pour les Noirs. Il y a des Blancs qui comprennent que certaines officines sont en train de profiter de l'Afrique, de ses richesses et qui sont en train d'assujettir ces Africains et il faut les aider. Jean-Luc Mélenchon a toujours été à nos côtés depuis l'emprisonnement du président Laurent Gbagbo. Donc, s'il vous plaît, quand on parle de panafricanisme, essayons de faire la part des choses. Le président, tout ce qu'il veut faire, c'est essayer d'aider les Africains. Si les Africains sont partants, pas de problème. Mais s'il veut rester là, le critiquer, bon, on va perdre du temps. D'accord. OK. La critique souvent est nécessaire pour comprendre, hein, monsieur Aipo. Ah oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, on ne peut pas toujours être d'accord avec tout le monde. C'est ça aussi le but de la politique. Si tout le monde était d'accord, il n'y aurait pas d'opposition. Vous êtes d'accord? Très bien. Marie-Paul, est-ce que je peux ajouter? Ah, tiens, d'accord. Je voulais ajouter un certain nombre d'arguments par rapport à ce dans ce cas, bon, vous ajoutez après M. Congo prend, parce que normalement, je faisais le tour. Mais rebondissez donc. Je voulais rebondir. Comme c'est un débat, c'est toujours intéressant, sinon on perd le fil des idées. Non, ce que disait tout à l'heure mon frère Aipo, bon, je ne reviens pas sur tout l'historique. Mais effectivement, vous avez mis le doigt sur le nœud de la problématique qui se pose souvent à nous, les Africains. Parce que comme on n'est pas souvent dans la prospective, parce que j'ai eu à faire un débat dernièrement, on n'est pas dans la prospective généralement. On regarde le bout du nez. Et généralement, quand quelqu'un sort des idées ou pose des actes novateurs ou des idées novatrices, tout le monde est un peu dans... Non. Si nous avions des fight tanks dans nos pays respectifs, ce qui se passe aujourd'hui n'allait pas nous étonner. J'y reviens. Les gens confondent souvent le panafricanisme qui était théorisé à l'époque de Marcus Garvey, le panafricanisme théorisé à l'époque de Kwame Nkrumah. Je vous rappelle que Marcus Garvey, c'était beaucoup plus pour l'émancipation, c'était pour la dignité des peuples noirs qui étaient opprimés un peu partout. Lorsque Kwame Nkrumah prend le relais dans un cadre africain véritablement, on était dans la lutte d'émancipation des peuples africains. Là où on avait l'Afrique australe qui était toujours occupée, un peu partout. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir la même approche du panafricanisme qu'on avait à l'époque de Marcus Garvey. Et il a dit quelque chose d'important. Mais qui vous a dit que le panafricanisme, c'est être des anti-blancs?
C'est un non-sens. Et je vois deux fois l'excès de nos jeunes frères. Je les vois souvent dans les réseaux sociaux qui sont dans l'excès. Aucun peuple, aucun pays peut vivre dans l'autarcie. Mais aucun. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Lorsque Laurent Gbagbo parle du panafricanisme, et je reviendrai toujours sur la traçabilité. Je sais pas si vous avez lu le livre Les ressorts socio-économiques de la politique ivoirienne de 1940 à 1960, écrit par Laurent Gbagbo. Les ressorts socio-économiques de la politique ivoirienne. Déjà à cette époque, il théorisait sur les grands ensembles, que c'est grâce aux grands ensembles que nous allons lutter dans un monde où les grands ensembles vont triompher. Monsieur Mafimba, je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'on veut comprendre, oui. Ça, Monsieur Laurent Gbagbo a laissé des traces, nous sommes d'accord. Mais ça n'a pas empêché d'être socialiste au départ. Le socialisme, quel est le fondement du socialisme? Ce ne sont pas les Africains qui ont créé le socialisme. Attendons-nous bien. On n'invente pas la roue. Vous d'accord, savez, allons-y. Écoutez, lisez, convoquez les sociologues, convoquer les anthropologues. Mais le socialisme, c'est un substrat des peuples bantous. Le socialisme, c'est quoi? C'est la solidarité, c'est l'équité. Mais dans nos peuples, dans nos royaumes, on appliquait déjà le socialisme. Nous sommes d'accord, mais le socialisme à l'international n'était pas des valeurs africaines prônées. Des valeurs. Bon, ne faisons pas ce débat maintenant. La substance aujourd'hui. Je pense que c'est un débat typiquement africain. Nous pensons parce que c'est un blanc qui a mis ça, qui a donné le nom socialisme ou qui a théorisé et tout. Donc non, on n'invente pas la roue. L'Afrique égyptienne, Cheikh Anta Diop nous l'a démontré. La civilisation est partie de l'Égypte antique, n'est-ce pas? Et si nous avons été roulés entre guillemets de la manière dont nous avons été roulés, on ne peut pas nier aujourd'hui, parce qu'on vous entend parler. On croit écouter Nicolas Sarkozy qui dit que nous n'avons pas eu d'histoire. C'est un non-sens. Non. Toutes ces valeurs-là, toutes ces doctrines-là, que ce soit le socialisme et autres, dans nos sociétés, entre guillemets, primitives, nous les avons véritablement pratiquées. Parce que nos sociétés primitives ont été organisées dans ce sens-là, de la solidarité, de l'équité et du mbongi. Chez nous, on appelle ça le mbongi. La démocratie qu'on a aujourd'hui de théoriser là. Mais nous avons connu ça chez nous, la démocratie. Nous avons connu la démocratie chez nous. Jusqu'aujourd'hui, ça existe. Donc, ce qui revient à dire que nous devons faire le distinguo entre l'approche que nous pouvons avoir du panafricanisme au temps de Garvey, de Kwame Nkrumah et aujourd'hui. Laurent Gbagbo a intégré un autre élément. Vous avez pris l'exemple de ce qu'il a dit lorsqu'il traverse le perron de l'Élysée. Est-ce qu'on le considère? Là, il parlait des questions de grands ensembles. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut représenter devant un grand pays comme la Chine, devant l'Union européenne? C'est là où il appelle à travers son parti de créer les grands ensembles. Parce que de manière factuelle, il a vécu ça, il a subi ça. Lorsque la CEDEAO devait se réunir pour trancher de la crise ivoirienne, c'est Paris qui dictait. Et je terminerai en disant, ce que Laurent Gbagbo est en train de faire là, c'est ce que Thabo Mbeki a tenté lorsqu'il présidait au Décidé de l'Afrique du Sud. Vous vous souvenez du concept de la Renaissance africaine? La Renaissance africaine, c'était quoi? C'est ce que Gbagbo est en train de faire. C'était l'idée de Thabo Mbeki, qui était d'ailleurs un des rares chefs d'État à défendre Laurent Gbagbo. Donc, je pense que nous devons faire ce distinguo-là et ne pas penser que c'est par effet de mode que Laurent Gbagbo se dit aujourd'hui, je crée un instrument panafricain. Non. D'accord. C'est un vécu politique et il tire les conclusions que aujourd'hui, il nous faut un instrument politique panafricain pour essayer de lutter contre les grands ensembles ou contre ce que j'appelle, moi, les puissances irresponsables qui veulent assujettir définitivement l'Afrique. Monsieur Mafimba, merci. Monsieur Mafimba, merci. Il nous reste 30 minutes. Plus vous parlez, plus les questions me viennent en tête, mais je pense que j'aurai pas le temps de toutes les poser. Monsieur Congo, dites-moi, vous avez écouté les autres.
selon vous, j'ai dit bien selon vous, pensez-vous que M. Laurent Gbagbo, au travers du PPA, et après, ma prochaine question, M. Aipo, reviendra sur tous les concepts RDA, veut-il se donner une nouvelle image avec un discours de rassemblement au-delà de la Côte d'Ivoire? Je pose cette question tout simplement parce que on parle de panafricanisme, il veut réunir aujourd'hui l'Afrique, mais la réalité est que dans ce combat de la libération de M. Laurent Gbagbo, ce ne sont pas les chefs d'État qui ont demandé la libération. C'est la diaspora européenne, c'est la diaspora ici qui a fait le combat de M. Laurent Gbagbo. Bon. L'Afrique, même si les gens parlent en sous-jacent, on n'a pas vu des manifestations sur le terrain. Alors, au-delà de, quand on regarde ce concept-là, est-ce que vous croyez que ce discours de rassemblement peut vraiment marcher sur le continent africain? Je dis bien le continent africain, pas la diaspora. Moi, j'ai entendu, excusez-moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Excusez-moi, pour mes deux interlocuteurs, j'ai entendu beaucoup de choses et beaucoup de théories et tout et n'importe quoi. J'ai même entendu que le panafricanisme est semblable à l'afrocentrisme. Il faut revoir bien, il faut aller revoir vos fiches parce que l'afrocentrisme n'a strictement rien à voir avec le panafricanisme. J'ai entendu aussi des gens parler de. Je n'ai jamais parlé d'afrocentrisme. Vous allez regarder un peu d'égard de modestie. Justement, monsieur Congo, les termes utilisés soyez modeste. Je parlais d'afrocentrisme. Excusez-moi. J'ai gardé mon calme. D'afrocentricité. Madame Babli, s'il vous plaît, j'ai gardé mon calme. Je vous ai écouté. J'ai entendu des trucs. Je pouvais réagir. Non. Justement, monsieur Congo, juste, vous ne réagissez pas et c'est ce qui est normal. S'il vous plaît, monsieur Mafimba. Monsieur fini de parler, excusez-moi, coupez vos micros s'il vous plaît. Et quand j'aurai fini de parler, pas les micros, soyez poli et modeste. Je dis coupez vos micros s'il vous plaît. C'est de la politesse, monsieur. Je vous vois et je rajoute s'il vous plaît. C'est de la politesse. Parce que s'il vous plaît, on ne va pas commencer à s'énerver. Le débat était très centré. Allons-y, monsieur Congo. Vous n'avez aucunement manqué de respect. Si vous l'avez cru, excusez-moi. Monsieur Aipo, pareil. Mais prenez la peine que je puisse m'exprimer et ensuite vous pourrez réagir tranquillement. Très bien, allons-y, monsieur Congo. Alors, j'ai entendu parler d'afrocentricité, j'ai entendu parler de panafricanisme, j'ai entendu parler de anti-blanc. Je vais essayer de recadrer quelques points. J'ai même entendu parler de M. Mariam Gwabi. J'aurais bien voulu m'attarder dessus, mais bon, malheureusement, on est dans un cadre. Première chose, Madame Babli, le président Laurent Gbagbo n'est pas panafricain. Il n'est pas, et il a déjà dit, il n'est pas panafricain. C'est un francophile. C'est un francophile qui, à sa grande surprise, en 2010, malgré toutes les concessions qu'il a fait à ses amis français, ils ont préféré jouer sur le pion Ouattara. Il n'est pas panafricain, il n'a jamais été panafricain. Il peut écrire plein de choses concernant le panafricanisme, mais il ne l'est pas. Quelqu'un qui est panafricain, même s'il doit octroyer un contrat à Bolloré ou à Bouygues, doit faire un appel de marché d'offres publiques transparent. On peut donner tous les arguments qu'on veut, on peut être bombardé par le monde entier, il n'est pas panafricain. Si les gens tournent autour du pot, il ne veut pas vous dire, le président Laurent Gbagbo est francophile. La preuve, même quand il s'exprime, lors du congrès du PPA, il donne exemple sur De Gaulle. Il pouvait donner des exemples sur plein de nos chefs, parce qu'il est professeur d'histoire, c'est un francophile. Si vous voulez, vous voulez pas vous monter, vous descendez, vous n'allez jamais démontrer le contraire. Il est francophile, il n'est pas panafricain. Maintenant, en ce qui concerne le panafricanisme, d'accord, il faut qu'on soit clair, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. On dit que non, Marcus Garvey, l'époque de Garvey et de maintenant, ce n'est pas pareil. Voilà. Marcus Garvey, ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat, avec nos termes modernes. Marcus Garvey a jugé que les Noirs de la diaspora, nos frères, au niveau des États-Unis, même jusqu'à la Jamaïque, parce qu'il est parti en Jamaïque, il a trouvé que c'est au niveau de notre pouvoir, notre puissance économique, d'accord, notre puissance économique que nous pourrons nous en sortir. Il a créé la Black Star Liner, qui est en fait dans tout ce qui est portuaire, c'est-à-dire ce que Maersk Line fait ou ce que Bolloré fait aujourd'hui. Et il a prospéré là-dedans, il était immensement riche. Il s'est proclamé, c'est-à-dire président des États-Unis d'Afrique, parce que Marcus Garvey, que l'on veuille ou pas, avait aussi une philosophie chrétienne qui était axée sur la Bible, Donc, il se disait qu'il y aurait un prophète qui allait rassembler le peuple noir
Et donc, il était dans cette démarche-là. C'est un entrepreneur avec nos termes aujourd'hui. Donc, est-ce que les Noirs aujourd'hui ne doivent pas entreprendre financièrement? Si. Donc, on peut s'inspirer du garbinisme pour encore prospérer. En ce qui concerne Kwame Nkrumah, j'ai entendu des gens dire que le combat politique, parce que ce que Kwame Nkrumah a fait, il a utilisé le panafricanisme comme une arme politique et efficace. Voilà. Est-ce que ce que Kwame Nkrumah a fait, on ne peut pas la faire aujourd'hui? C'est faux. Et ce que Kwame Nkrumah a fait n'est pas seulement le rassemblement des grands blocs. Parce que quand on parle, il faut dire clairement ce qu'il en est. Kwame Nkrumah, lors du congrès d'Addis Abeba, il y avait deux courants. Le courant, il y avait le groupe de Monrovia, d'accord, et le groupe d'Addis Abeba. Le groupe d'Addis Abeba voulait cet État confédéral africain renforcé, sans les frontières. Le groupe de Monrovia, piloté par Félix Houphouët-Boigny, voulait une sorte de CEDEAO, c'est-à-dire de communauté, mais avec des frontières, ce que nous subissons aujourd'hui. Mais est-ce que cela a empêché, après que le groupe de Monrovia ait voté la résolution ayant mis en place les statuts de l'Organisation de l'Unité africaine, est-ce qu'il a testé ce panafricanisme? Non. La preuve, il était vice-président en Guinée-Conakry quand il a été déchu. Sékou Touré l'a mis vice-président. Kwame Nkrumah avait une politique économique étroite et efficace avec la Guinée, puisqu'il a alloué des millions pour le budget de la Guinée, étant souverain. Donc, c'est de cet élan-là que nous parlons. Maintenant, quand vous dites que le président Laurent Gbagbo, sur le perron de l'Élysée, M. Mafimba, sur le perron de l'Élysée, il a été chassé, il faut qu'on soit factuel. Le président Laurent Gbagbo, lors de son discours, il est en train de dire aux Ivoiriens que vous n'êtes pas indépendant. Je n'ai pas dit ça. Non, vous avez dit qu'il parlait que des grands blocs. La Chine n'est pas un grand bloc. La Chine est un pays. C'est différent de l'Union européenne. Si vous me parlez d'une organisation asiatique, d'accord, incluant la Chine, je peux comprendre. Mais la Chine est un État, aussi grand qu'il soit, avec sa superficie. La Chine est un État. Le président Laurent Gbagbo, que vous lisez les livres, que vous inspirez, vous êtes en train de vous faire comprendre qu'aucun des pays africains n'est indépendant. Aucun des pays africains, nous ne sommes pas indépendants. Nous ne transformons pas nos matières premières. Nous dépendons toujours de Paris. On peut sortir toutes les théories. Excusez-moi, je vais terminer, s'il vous plaît. On peut sortir toutes les théories possibles. Parler de science, de ci, de ça, mais on ne transforme pas. On n'est pas indépendant. Et ce n'est pas le génie politique. Ça, il faut que je tienne à vous préciser. Ce n'est pas l'intelligence ou la roublardise d'un homme politique. Et je vous mets en défi de me donner un pays africain dont un président, avec sa roublardise, a pu sortir son pays. On éduque, on forme les masses, et les masses ensemble formées peuvent sortir ce pays-là de tout. Sinon, la roublardise d'un seul homme politique ne peut pas... Pourquoi insistez-vous sur le mot roublardisme, monsieur Congo? Mais la roublardise, c'est ce que les gens appellent le génie politique. D'accord. Selon vous, alors. Oui. Bon, d'accord. Oui. Non, je vous écoute, David, selon moi. Quoi? Non, je dis selon vous, alors la roubardise, c'est ça le génie politique. Mais c'est ce que les gens qualifient de génie politique. Je ne peux pas être dans une mangeoire. Je ne peux pas être dans une mangeoire où il y a un chat qui est autour de la mangeoire et je vais user de ruse. Mais la ruse fait partie de la politique, M. Congo. La ruse fait donc partie de la politique. Mais la ruse fait partie de la politique quand on maîtrise les leviers politiques. Les Ivoiriens sont des sujets français. Les Congolais de Brazzaville sont des sujets français. Il vous a parlé tout à l'heure de Lissouba. Lissouba a été déchu par qui? Par Chirac. Gbagbo a été déchu par qui? Par Chirac, par Sarkozy, même par Macron, parce qu'on demande à Gbagbo dans une interview qu'est-ce qu'il en pense du Tchad. Quelqu'un qui est un parti de peuple africain dit qu'il laissait les Tchadiens gérer leur situation, mais c'est scandaleux. Et ce que le président Laurent Gbagbo a fait, c'est ce qu'on appelle la langue de bois. Diplomatiquement, il ne peut pas accuser le pouvoir de Macron. Parce que le pouvoir de Macron pilote les jeux politiques ivoiriens. Non, mais ça, vous donnez un truc. Mais est-ce que c'est pas diplomatiquement, il y a des règles à respecter? Mais il y a demain, si vous venez au pouvoir, dans la même interview, il est Nicolas Sarkozy de l'avoir enlevé du pouvoir. Oui. Est-ce que Macron n'est pas la continuité, d'accord, du système français? Ben, bien sûr. C'est la langue de bois. Ils ont un deal politique. Les Français ont organisé le jeu politique en Côte d'Ivoire. On donne un semblant de démocratie aux Ivoiriens pour qu'il y ait un apaisement et ils prospèrent dans leurs affaires et c'est tout. Pourquoi vous voulez aller faire plein d'artifices? Dites la vérité aux gens. Quand on dit la vérité au peuple, le peuple est outillé, le peuple se forme. Mais quand on berne le peuple, on met le peuple dans une sensation de superficialisme politique, ça ne peut que donner des suiveurs de leaders, des gens qui jugent que par un leader. Or, ce même leader va s'asseoir en face du colon et va signer des choses. Mais c'est la réalité. On ne peut pas insister Nicolas Sarkozy et en ce qui concerne la politique du Tchad, où il y a eu un coup d'État.
où Macron même a osé mentir sur le président de l'Assemblée nationale tchadienne, dit laissez les Tchadiens où ils sont avec Macron, je ne m'exprime pas dessus. Mais c'est scandaleux. D'accord. Donc, pour résumer, il n'est pas panafricain. Voilà, je m'arrête. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Congo, alors on va refaire peut-être encore un ou deux tours de table. Monsieur Aipo, vous allez peut-être avoir, s'il y a quelques propos dont vous souhaitez rebondir, mais rapidement, Oui, nous puissions avancer. Oui. Je vais juste poser la question et vous allez revenir, s'il vous plaît. D'accord. Je pose la question et voilà, vous rebondissez. Alors, donc, suite à ce tour de table, je me pose donc la question, donc, le PPA, CI, hein, Côte d'Ivoire, d'accord, qui fera peut-être des émules plus tard, se veut donc un parti aussi de cohésion nationale. Alors, nous avons été également surpris d'avoir à la présence de ce congrès un représentant de monsieur du RHDP, monsieur Bitogo, qui dit clairement que ils vont collaborer. C'est vrai qu'on peut dire que c'est pour une cohésion nationale, mais est-ce que ce n'est pas surprenant? Est-ce que ce n'est pas surprenant au vu de l'historique de tout ce qui s'est passé entre monsieur Alassane Ouattara, le président Gbagbo? Et nous avons vu sur la toile, certaines personnes trouvaient ça normal, ou une cohésion nationale, mais par contre, quand d'autres partis avaient rencontré M. Ouattara, là, ils devenaient des traites, etc., etc., mais d'autres personnes. Est-ce que là, il n'y a pas deux poids, deux mesures dans la vision, d'accord, de la chose? Comment positionner le RHDP dans la création d'un nouveau parti, alors que M. Ouattara est aussi un élément, selon les convictions, à abattre et à chasser du pouvoir pour avoir une nouvelle indépendance africaine? Ce n'est pas contradictoire, ça? Ok, merci. Merci. Je voudrais dire que le camarade Congo, le frère Congo, il a commencé son propos avec beaucoup d'agressivité, disant que tout et n'importe quoi avait été dit et qu'il a entendu sur la question du panafricanisme. Des gens ont assimilé le panafricanisme à l'afrocentrisme. J'ai voulu intervenir juste 2 secondes pour lui dire, j'ai parlé d'afrocentricité. Je n'ai pas parlé d'afrocentrisme. Parce qu'il il ignore clairement que c'est une dame qui s'appelle Marie Lescovitz qui a écrit un livre. Et le livre, c'est... Bon, je parle. Voilà. Donc, je dis que c'est une dame qui s'appelle Marie Lescovitz qui a écrit un livre. Le livre s'appelle Not Out of Africa, How Afrocentrism Became a Myth to Teach History, to teach Politics as History. Donc, elle dit que des gens parlent de l'afrocentrisme, alors qu'elle ignore le véritable concept, c'est l'afrocentricité. Et nos camarades qui défendent l'afrocentricité ont pris les taureaux à deux mains et lui ont expliqué qu'il ne s'agit pas d'afrocentrisme, il s'agit d'afrocentricité. C'est pourquoi j'ai fait exprès de dire que quand on dit panafricanisme, il y a aussi l'afrocentricité, il y a aussi la renaissance africaine. J'ai bien fait. Donc, s'il veut, moi, j'ai pensé que lors de son propos, il allait montrer en quoi l'afrocentricité n'a rien à voir avec le panafricanisme. C'est à ça que je m'attendais. Parce que je vais le faire à l'instant. Moi, je vais le faire à l'instant. Non, je vais le faire à l'instant si vous voulez. Monsieur Congo, s'il vous plaît, c'est M. Aipo qui parle. Vous avez vous, voilà, s'il vous plaît. Merci. Vous-même, vous avez dit que vous n'aimez pas ça. Hein. Donc, moi quand j'ai intervenu tout à l'heure, c'était juste pour corriger. Parce que dans mon mot, c'était plutôt afrocentricité, ce n'était pas afrocentrisme. Voilà. Donc, c'était tout. C'était pour que vous puissiez continuer. Maintenant, quand vous avez fait votre développement, en aucun moment, vous ne m'avez montré que dans l'afrocentricité, il ne s'agit pas de panafricanisme. Moi, je vous mets au défi, cher ami. Je vous mets au défi. Si vous réussissez à me convaincre que l'afrocentricité n'a rien à voir avec le panafricanisme,
je ferai ce soir amende honorable. Voilà. Donc, je vous attends sur ce sujet. Voilà. Comme vous dites qu'on n'est pas formé, moi, je n'ai pas de papier, hein. Je parle de mémoire. Donc, tout à l'heure, on va voir si vous êtes capable de... Là, on ne fait pas un débat sur l'afrocentricité, c'est sur le PPA, messieurs. On va poursuivre. C'est lui qui m'a interpellé là-dessus. Hein. C'est lui qui m'a interpellé. Donc, je l'attends. Il va me dire en quoi l'afrocentricité n'a rien à voir avec le panafricain. Je l'attends. Maintenant, je vais poursuivre. Il a dit aussi que Gbagbo Laurent n'est pas un panafricaniste. Vous savez, moi, je n'aime pas dire le mot panafricain. Je préfère dire panafricaniste, en ce sens que pour moi, le panafricanisme est un idéal. Exactement. Donc, on ne peut qu'être panafricaniste, c'est-à-dire œuvrer dans le sens Exactement. Du rapprochement des peuples, etc., etc. Sinon, être panafricain, je dis ça se dit, mais je crois que c'est un abus de langage. Hein? Sinon, le vrai mot, c'est le panafricanisme. Mais il dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas panafricaniste. Quels que soient ses écrits, quel que soit ce qu'il fait, c'est un francophile. Bon, être francophile, ça veut dire aimer la langue française. C'est ce que ça veut dire. Je vous mets au défi, cher Congo, de me dire que la définition que je donne ici de la francophilie, c'est faux. Francophile, c'est quelqu'un qui aime la langue française. Celui qu'on avait traité de francophile à l'époque, c'était Léopold Sédar Senghor. Exactement. C'était Aimé Césaire. Si tu veux, je peux te sortir une interview d'Aimé Césaire où on lui reprochait d'être un francophile. Mais qui a dit que un panafricaniste ne peut pas aimer la langue française? Qui a dit que quand on est francophile, on ne peut pas être panafricaniste? Non, moi je crois que les Africains d'aujourd'hui, nous mettons beaucoup de balises autour de la notion du panafricanisme. Si des gens veulent faire le panafricanisme, laissez-les faire. Moi, j'ai vu des gens qui ont dit, tu es chrétien et puis tu veux être panafricaniste. Et puis tu dis tu es panafricaniste, alors que tu adores Jésus. Mais qui vous a dit qu'on ne peut pas avoir des panafricanistes chrétiens? Qui vous a dit qu'on ne peut pas avoir des panafricanistes musulmans? Qui vous a dit qu'on ne peut... Mais le panafricanisme, là, c'est pourquoi, comme on m'a demandé, qu'est-ce que le panafricanisme? J'ai dit que c'est une notion qui est plus intéressante à décortiquer qu'à définir. Parce que définir, là, il n'y a rien dedans. Alors que quand on décortique, voilà les problèmes que nous avons. Nous voulons œuvrer de sorte à ce que les pays africains puissent se mettre ensemble pour pouvoir prospérer. Donc, à tous les niveaux, même au niveau culturel, au niveau économique. Et puis, qui vous a dit aussi qu'un socialiste ne peut pas être panafricaniste? Je vous mets au défi. Voici un autre exercice de maison que je vais vous donner. Si vous m'envoyez un bouquin, où on dit qu'un socialiste ne peut pas être panafricaniste, je dis que dès ce soir, Congo, je vais à ton école. Dès ce soir, je ferai amende d'honorable. OK? Mais moi... Tu vas aller à mon école tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, OK. Vous voulez m'arrêter déjà? Non, je ne vais pas vous arrêter, mais quand vous rentrez, moi, ma question était de savoir, par rapport au PPACI, la cohésion et la controverse de M. Alassane Ouattara, enfin, du moins de son représentant. Non. C'est lui qui a ouvert la polémique. Donc, moi, je ne fais que donner mon point de vue sur ce qu'il a souligné. Il a souligné tout ça. Il a dit que c'était des incongruités et qu'il a entendu du n'importe quoi ici. Voyez? Donc, moi, je suis en train de lui dire que ce qu'il appelle n'importe quoi, là, s'il peut simplement étayer pour que moi j'aille à son école. Mais je dis que c'est impossible. C'est impossible. Donc, je l'attendrai comme il est actuellement, je le vois très chaud. Il veut me démontrer que je suis dans l'erreur. On verra. Maintenant, voilà. Maintenant, je parlais de socialisme. Le socialisme, c'est un système de gouvernement. Tout comme le communisme. D'ailleurs, le socialisme est dérivé du communisme. Maintenant, peut-être que l'autre dira que je mens. Donc, il y a le capitalisme. Dans le capitalisme, il y a le libéralisme. Ça, ce sont des systèmes de gouvernement. Mais le panafricanisme n'est pas un système de gouvernement.
Donc, je ne vois pas la contradiction entre le socialisme et le panafricanisme. Mais dans ce cas, Monsieur Aipo, si ce n'est pas un système de gouvernement, pourquoi le prôner pour le mettre en place? Parce que c'est une crée un idéologie. parti. Pourquoi le prôner pour le mettre en place? Oui, parce que c'est une idéologie. C'est une idéologie. C'est-à-dire que se base sur une idéologie dans un système, un pays comme la Côte d'Ivoire, actuellement, avec tout ce que la Côte d'Ivoire a connu. Juste une idéologie? Je ne comprends pas votre question. Ok, ma question elle est là. Vous dites le panafricanisme c'est une idéologie. Je suis d'accord sur ce principe. Mais aujourd'hui, là, l'idéologie, est-ce qu'elle suffira pour s'appliquer, d'accord, dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui a connu tout ce qu'elle a connu? Voilà, quand vous avez posé cette question, je vous ai dit que, a priori, nous ne pouvons pas juger du caractère panafricaniste du PPACI. Le PPACI vient d'être, laissez le PPACI faire ses preuves et dans 10 ans, dans 20 ans, on en reparlera. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire a priori que le PPACI est un parti panafricaniste. Parce que quand on va me demander de démontrer, je serai obligé de parler seulement que des discours de congrès constitutif. Monsieur Aipo, je suis un peu dubitative, excusez-moi. Je suis un peu dubitative. Parce que lorsqu'on crée un parti, on veut des personnes pour y adhérer. Donc, on a des choses qu'on souhaite mettre en place pour le pays. On a des valeurs, on a des principes, on a des projets. Alors, si vous dites qu'on doit juger dans 20 ans, c'est qu'en fait, le parti n'était donc pas prêt. Parce que là, il y a quand même des adhérents, vous allez vouloir avoir des gens. Non, ou bien, c'est moi qui ne vous comprends pas. D'accord, allons-y alors, oui. Voilà. Je dis, le PPACI, là, certains peuvent dire qu'ils sont panafricanistes, Babo dit il est panafricaniste, je lui ai dit le parti se réclame panafricaniste, mais tant qu'on n'a pas vu les actions posées, on ne peut pas être sûr à 100% que c'est un parti panafricaniste. Je dis, quand on parle de Lumumba au Congo, c'est parce qu'on a vu ses œuvres. Alors que Lumumba était socialiste. Hein? Lumumba était socialiste. Mais il est reconnu aujourd'hui dans les archives comme panafricaniste. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, vous savez, dans la période de la négritude, il y a des gens qui ont dit que Léopold Sédar Senghor n'était pas un négritudien. Pourquoi? Parce qu'il était marié à une femme blanche. Parce qu'il avait une agrégation en grammaire. Les gens ont fait ce procès-là. Mais il faut regarder maintenant les œuvres de Léopold Sédar Senghor. A-t-il chanté l'Afrique? A-t-il chanté les traditions africaines? Léopold Sédar Senghor a écrit sur les femmes noires africaines, femmes nues, femmes noires, vêtues de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. Tout ça, il a magnifié l'Afrique. Il a écrit sur son village, Joal. Joal, je me rappelle, les signares à l'homme verte des vérandas, Ukumba, Ndofel, tout ça. Il a produit toute sa vie des œuvres sur l'Afrique. Donc, on peut dire que politiquement parlant, il y avait des défaillances, mais dans son œuvre, il a magnifié l'Afrique. Donc, je veux dire, j'ai l'impression que le concept de panafricanisme, c'est devenu comme les goûts et les couleurs. Ça ne se discute pas. Si Congo pense que Gbagbo n'est pas panafricaniste, mais qu'à cela ne tienne. Mais des gens aussi peuvent dire que Congo n'est pas panafricaniste. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Non, moi je dis, laissons, comme j'ai cité Wole Soyinka, le tigre ne crie pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore. D'accord. Donc, nous attendons que le PPACI bondit sur sa proie. Je vais répondre à votre question rapidement. Ok, parce que là, le temps tourne. Donnez-moi juste une minute. En une minute, oui. Vous avez dit le fait d'inviter le RHDP au Congrès. Inviter RHDP au Congrès, ça répond à la norme. Vous faites un congrès, vous invitez le parti au pouvoir, vous invitez l'État de Côte d'Ivoire. L'État vient s'il veut. Donc, ce n'est pas une question idéologique. Et ça a été souligné au Congrès constitutif. Il y a des gens qui ont été invités par rapport à leur combat idéologique et il y a des gens qui ont été invités par la forme. La forme.
et le RDR était là pour la forme. Voilà. Mais quand tu prends le professeur Nasran, qui était là, il s'appelle Succès, il est venu, il est professeur, il est venu par rapport au combat. Quand tu vois l'autre qui est venu du Sénégal, il est professeur, et vous avez écouté son discours, il disait tous les mêmes choses. L'Afrique doit s'unir. Il y a eu même, pour ajouter même un ancien ministre congolais. Monsieur Mafimba, avant tout arrivera, je veux que Monsieur Congo, Monsieur Ayipo conclue. Juste pour dire qu'il y a même eu Bonaventure Mbaya, un Congolais qui était là. Monsieur Mafimba, excuse-moi, Marie-Paul Babi. Oui. Marie-Paul Babi, je vais vous demander 10 secondes parce que je veux conclure sur ce sujet. Oui, allons-y, pour que les autres puissent s'exprimer. Oui, rapidement. Vous n'avez plus beaucoup de temps. D'accord. Il y a une dame très amie à Congo qui passe son temps à m'insulter, à dire que je n'ai jamais été malade et que c'était du théâtre, etc., etc. J'ai vu ses commentaires, ses insultes à mon égard et ça a bouleversé ma journée. Parce que je veux dire, je suis habitué à toutes sortes d'injures, mais les injures sur mon état de santé, ça me fait extrêmement mal. Aujourd'hui, tout à l'heure, elle a encore écrit que, parce que quand j'ai parlé de Mélenchon, il a dit que Mélenchon était au Congrès constitutif. Elle a encore réagi pour dire que, il dit que Mélenchon était de votre côté. Mélenchon, c'est un monsieur qui s'est battu pour la libération du président Laurent Gbagbo, qui a dénoncé le comportement de Nicolas Sarkozy en Côte d'Ivoire. Donc, si ce monsieur-là est invité, il n'y a pas de problème, en mon sens. Donc, ceux qui sont là pour l'insulte gratuite et qui ne comprennent, qui pensent que le président Laurent Gbagbo fait ces choses bêtement sans réfléchir, je voudrais vous dire qu'à côté du président Laurent Gbagbo, il y a des professeurs d'université. Tous ont réfléchi d'abord avant de faire les choses. Non, M. Mélenchon, vous pouvez le juger comme vous voulez, mais c'est un camarade qui pense à toutes les souffrances au niveau de l'Afrique, qui pense à toutes les souffrances au niveau de la France. Donc, il peut être un camarade de lutte. Voilà. D'accord, très bien. Très, très bien. Merci beaucoup, M. Ayipo. Je vais revenir à M. Congo. M. Mafimba, excusez-moi, vous allez prendre la parole après. Je vais revenir donc à M. Congo parce que le temps avance et il y avait 2-3 questions encore centrées et tout, parce que si on va dans un truc de ping-pong, on ne va pas s'en sortir. On fera un débat de 4 heures de temps. Et ce n'est pas le but. Monsieur Congo, s'il vous plaît, je sais que vous allez répondre à Monsieur Ayipo par rapport au défi qu'il vous a lancé. Je vous remercie. J'essaie d'être très poli pour ne pas interrompre, puisque je vous ai invité. Je voudrais que vous reveniez sur Ziana TV. Mais ça y est, factuel, succinct. À partir de maintenant, je vais contrôler. Monsieur Ayipo a pris quand même pas mal de temps. Monsieur Congo, s'il vous plaît. Comme Congo aussi, il avait pris beaucoup de temps aussi. D'accord. Il avait pris beaucoup de temps. Bien. Alors, monsieur Congo, s'il vous plaît, je parlais par exemple de la présence de monsieur, du représentant de monsieur Alassane Ouattara lors du congrès. Ça, c'est un point. Maintenant, surtout, ma deuxième question, parce que je vais commencer à enchaîner pour pouvoir terminer. Est-ce que vous voyez au PPACI une sorte de copie de ce qu'aurait pu être le RDA, selon vous? Est-ce que c'est cette image-là qui va être reproduite pour mettre en avant l'union des pays africains? S'il vous plaît, merci. Ok, votre première question déjà, en ce qui concerne l'invitation de M. Bictogo au Congrès, non, pourquoi? Ça ne me choque pas parce que si déjà Laurent Gbagbo, M. Laurent Gbagbo a rencontré M. Alassane Ouattara, donc moi c'est logique. C'est logique, c'est dommage en même temps, surtout pour le respect de nos institutions et ce qu'on nous fait croire par rapport aux tests. Et c'est aussi dommage aussi pour les victimes des deux camps. C'est aussi dommage. C'est pour vous dire que, bon, voilà, de toute façon, la justice, soit elle est d'un camp, elle est d'une couleur, mais elle ne sera jamais neutre pour vraiment prendre parti pour les victimes. Pour l'instant, ils se sont rencontrés. Ils ont des rencontres, mais qu'est-ce que les victimes ont? Qu'est-ce que les victimes ont? Qu'est-ce que ceux qui ont perdu leur travail, qui malheureusement n'ont pas peut-être un poste aussi important dans un parti politique, ne peuvent pas en fait réintégrer leur travail?
ceux qui ont leur compte bancaire qui ont été bloqués, dont les biens ont été complètement saisis. Malheureusement, s'ils n'ont pas un poste influent dans un parti politique qui pèse sur la balance en Côte d'Ivoire, ils n'obtiendront rien. Donc, ils auront tout perdu. Ils auront tout perdu, un œil, un membre de leur famille ou quelqu'un par rapport à la politique. Et les hommes politiques ont le temps de se voir malgré leurs différends et échanger ensemble. Voici la réalité. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Parce que tout à l'heure, M. Aipo a dit que si j'arrivais à faire la différence entre l'afrocentricité et le panafricanisme, il viendra à mon école. Donc, cher Aipo, tu es le bienvenu, tu pourras commencer les cours dès ce soir. L'afrocentricité, a pour but d'abord d'indiquer que tout ce que nous avons d'existentiel, c'est-à-dire ethno-linguistique et notre culture, d'accord, est au-dessus. Parce que nous considérons que nous sommes à l'origine de tout, sont au-dessus de tout ce qui nous est servi dans les différentes universités. D'où le groupe d'afrocentricité qui est connu, dirigé par Ama Mazama, qui indique que la philosophie diopienne, c'est-à-dire par rapport à l'Égypte ancienne, qui est faite par nous, est au-dessus de toute science. Mais malheureusement, elle est travestie par rapport à cette réalité que nous connaissons aujourd'hui. Or, le panafricanisme est une vision, avant toute chose, économique, politique, culturelle et même idéologique. Donc, c'est différent de l'afrocentricité qui va sur la base de notre culture, excusez-moi, qui va sur la base de notre culture ethno-linguistique, qui ne prend même pas appui sur le français. Pour revenir encore sur les francophiles, qu'est-ce que c'est qu'un francophile? Le francophile n'est pas seulement l'amoureux de la langue française. Le francophile est amoureux, oui, de la langue française, certes, du peuple français et de son histoire. Nous avons eu un socialiste, comme vous dites que les socialistes par excellence sont panafricanistes, par la suite, en l'occurrence, M. Laurent Gbagbo, qui avait son gouvernement, et il avait un ministre de la culture et de la francophonie, en l'occurrence au nom de M. Augustin Komwe. Donc, c'est un francophile. Il ne s'agit pas seulement de la langue française, il avait un ministre de la culture dans un pays indépendant qui dit la Côte d'Ivoire, qui était un ministre de la culture et de la francophonie. Donc, s'il en traitait la francophonie, c'est un francophile. Et dans son ministère, il a la francophonie, donc c'est de la politique. Tout le monde sait qu'il y a une organisation qui est appelée francophonie, elle n'est pas là pour nos beaux dieux. Ma question. Excusez-moi, monsieur, je vais terminer s'il vous plaît parce que madame. Ah, d'accord. Ma question, c'est pourquoi un francophile ne peut pas être panafricaniste? C'est ça ma question. C'est quoi votre question, pardon? Pourquoi un francophile ne peut pas être un panafricaniste? On ne peut pas être. D'accord, je vous dis quelque chose. On ne peut pas être. S'il vous plaît, monsieur Mafimba, votre tour va arriver, s'il vous plaît. Si c'est comme ça, on a l'impression qu'il y a monsieur Aipo, monsieur Mafimba contre monsieur Congo. Et je ne veux pas de ça. Chacun donne son opinion clairement. Et après, chacun, voilà. On sort du débat, là. On est dans non. Je vais rebondir sur la question de madame Babli en ce qui concerne la démarche du PPA et du RDA. Voilà, s'il vous plaît. Une petite transition. Pourquoi un francophile ne peut pas être panafricaniste? Je vais vous répondre une bonne fois pour toutes. Le panafricanisme a une vision, d'accord, première, qui est d'abord de faire émerger, d'accord, sa terre et de l'unir. Tu ne peux pas être sur deux fronts parce que je suis panafricaniste, j'ai du travail. Ma philosophie, ma façon de penser, c'est mettre un combat. Ce combat-là, c'est de fédérer les territoires qui ont été mis en place par 1885, par l'impérialisme, par Berlin. Alors, je ne peux pas être amoureux de la culture française, de son peuple et de son histoire et vouloir construire la mienne. Et c'est paradoxal, c'est complètement fou. C'est comme si vous me dites, un Nord-Coréen, d'accord, au lieu de protéger Pyongyang, va venir chez nous mener le combat, c'est-à-dire qu'il est dispersé dans son combat. On ne peut pas, parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Vous faites la politique, vous connaissez la géopolitique, il y a des conflits d'intérêts. Je ne peux pas être amoureux de quelqu'un qui ne veut pas que je m'entende. Nous savons très bien que la France elle plaide pour elle plaide pour l'Union européenne. Donc, je ne peux pas être amoureux. Et puis, vous avez dit aussi quelque chose, qu'il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas être panafricain et adopter une constitution. C'est faux. Sékou Touré était musulman. Sékou Touré était musulman. Donc, et il est panafricain. On n'a jamais dit ça. On s'est jamais plaint de Sékou Touré. Même Cheikh Anta Diop, il est mouride. On ne s'est jamais plaint des religions. C'est complètement différent. Si vous allez dans la francophilité, où on rejette les religions dites révélées, c'est autre chose par rapport au panafricanisme.
Disons, dans le panafricanisme, il y a des leaders qui ont été panafricains, mais qui ont épousé des confessions étrangères. À titre personnel, même si je le déplore. Maintenant, je vais aller dans une autre dimension qui concerne la question de Mme Babi. Oui, Mme Babi, s'il vous plaît. est-ce que le PPA va dans la démarche? Est-ce que le PPA va dans la démarche du RDA? C'est ce que j'ai dit depuis le début. Le PPA a agi selon, d'accord, l'actualité du moment. Ils n'ont pas construit, d'accord, un manifeste, une idéologie, une formation des masses. C'est ce que tout le monde a dit là. Donc, c'est différent par rapport au RDA. Le RDA est issu du SAA, le syndicat agricole africain. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, il y a une trame, il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a des leaders qui se sont formés. Il y a eu le temps de construire quelque chose. Or, vous avez évoqué Mme Babi tout à l'heure, l'âge du président Gbagbo. Moi, pour moi, son âge n'est même pas un handicap. Pour moi, c'est l'équipe. Voilà, son âge n'est pas un handicap. Pour moi, c'est l'équipe. Parce que c'est l'équipe qui peut faire sortir des talents. Or, tout ce qu'il y a autour de lui, on cristallise en fait la personne du président Laurent Gbagbo comme une image. Tout le monde doit regarder à la personne du président Gbagbo. Non, c'est son équipe. Qu'est-ce qu'il propose? Et moi, il faut bien un leader dans tout, Monsieur Congo. Il faut bien un leader. Attendez. Il faut bien un leader dans tout, mais nous ne sommes pas obligés de tout le temps avoir un leader. Il faut avoir des collèges. Tout à l'heure, M. Aïpo a dit quelque chose d'intéressant. Il a parlé du communisme. C'est vrai que Lénine était en avant, mais il y avait un collège. Il y avait toutes les personnes qui étaient, il y avait Staline, il y avait toutes les personnes. C'est pour cela qu'il s'appelle camarade. Mais le problème chez nous, on est vraiment dans du christocentrisme, du gbagbo-centrisme. Gbagbo a dit, même s'il n'a pas dit, on utilise le nom du président Gbagbo comme un joker. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui vont nous servir comme idéologie, comme essence? Rien. Pour l'instant, absolument rien. On nous dit que Gbagbo a dit, et d'autres même le disent sur les réseaux sociaux, quelque chose qui est, où Gbagbo va, je vais. Donc, on ne nous propose pas une substance où on peut discuter. Donc, on peut aimer son leader, Monsieur Congo. J'ai un peu l'impression que vous déniez ça. Déniez ça. Ici même, partout où nous sommes, en Europe où vous êtes. Mais il y a toujours quelqu'un à la tête d'un parti. Il y a quelqu'un à la tête du parti, mais c'est pas, il y a quelqu'un à la tête du parti, mais c'est pas lui qui fait le parti. Je suis désolé. Il y a quelqu'un à la tête du parti, mais ce n'est pas celui qui fait le parti. Ce sont les idées qui forgent le parti. Il y a une personne qui incarne ces idées-là, c'est-à-dire qui vient devant. Mais il y a une équipe aussi. Mais le problème, actuellement où je suis, où je vous parle, en Côte d'Ivoire, il y a une actualité. Il y a des choses qui se passent. Il y a eu l'affaire du Pandora Papers. Vous avez vu les gens du PPA écrit sur l'affaire du Pandora Papers en ce qui concerne le déplacement des fonds illicites de M. Patrick Hachi sur un paradis fiscal? Non. On est sur des sujets qui sont... Et même ces sujets n'arrivent pas à les défendre. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce que nous nous efforçons à dire. Moi, je ne suis pas là pour lapider le président Gbagbo. Comme moi, je parlais du président Gbagbo, est-ce qu'on m'a payé pour faire quelque chose? Non. C'est un frère qui est enfermé. Maintenant, il revient sur le terrain politique. Il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il offre comme offre politique au peuple de Côte d'Ivoire? Parce que je ne veux pas que mon peuple soit abruti pour soutenir une seule personne au lieu de soutenir des idées qui vont les permettre de s'en sortir et de comprendre comment le monde fonctionne. Voici tout ce que je voulais dire. J'attends M. Aïpo pour des coups ce soir. D'accord. OK. Ça, vous allez le régler entre vous. M. Aïpo, M. Congo, vous écrivez inbox pour recevoir des cours mutuels. Bien. M. Mafimba au milieu. Voilà, tout ce qui se dit clairement. On va avancer parce que franchement, il faut qu'on conclue. J'ai encore un tour de table et des questions pertinentes. Monsieur Mafimba, aujourd'hui, voilà le PPACI qui se crée. La Côte d'Ivoire est toujours dans ses réalités, d'accord? Monsieur Ouattara est encore au pouvoir. La population meurt de faim. Il y a toujours des problèmes de logement, etc., etc. Donc, les problèmes africains, d'accord, de pays. Et on transcende cela et on dit, il faut que l'Afrique se réunisse. Alors que je répète, peut-être que ça n'a pas été suivi. Ceux qui se sont battus pour la libération du président Gbagbo, c'est la diaspora qui était dans les pays libres, d'accord, européens de surcroît, ou occidentaux. Mais l'Afrique en elle-même, on n'a pas vu des marches au Congo, on n'a pas vu des marches au Cameroun, on n'a pas vu des marches partout. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas illusoire de penser que en prônant une Union africaine qui ne s'est pas faite depuis des siècles, parce que les données ne peuvent pas se faire, de parler de ça alors que la réalité du pays n'a pas encore été gérée? Déjà, pour répondre à votre question, une observation. J'ai suivi un peu les débats sémantiques, je vais dire ça, entre mes deux frères. Je vois d'un côté la radicalité éthique. Et mon jeune frère Congo, brillant, il me fait penser dans mes années quand j'étais à Beaubourg. Là. Quand vous étiez jeune et fougueux.
Ah ouais. Et je l'en félicite, hein, je l'en félicite. Ça me rappelle mes années Beaubourg, hein. On s'enfermait là jusqu'à minuit, on voulait réinventer le monde. Je lui dis très très bien, il faut continuer dans cette radicalité éthique, mais mon âge aujourd'hui me permet d'être un peu plus pragmatique. Pourquoi? Juste une chose, j'ai plus besoin des héros, j'ai plus besoin d'aller me recueillir sur la tombe de Thomas Sankara, parce qu'ils étaient dans la radicalité éthique. Et la politique, c'est aussi le pragmatisme, les rapports de force. Je n'ai pas envie d'aller m'accueillir sur la tombe de Marien Ngouabi, parce qu'ils étaient dans la radicalité éthique. Je n'ai plus envie. Mais je l'encourage en partant du principe que la radicalité éthique, il faut mettre un peu de discernement, mettre un peu de l'eau dans son vin et de se dire, les rapports de force font en sorte qu'un politique, à un moment, crée les conditions de ce qu'on appelle, nous on appelle ça au Congo, être une espèce de chat, une espèce de caméléon. Et c'est ce qu'il appelle la roublardisme. Mais c'est ça la politique. Ça, c'était sur les débats sémantiques. Mais je viendrai prendre des cours parce que je me rends compte que mon cadet a énormément lu, plus que moi d'ailleurs. Mais pour revenir à votre question, vous avez posé deux problématiques en fait, madame. Et c'est ça la confusion. Monsieur Gbagbo n'a pas dit que il a créé ce parti pour le premier objectif, c'est de réunir l'Afrique. Mais c'est un non-sens. Monsieur Gbagbo reste un socialiste, un progressiste. Le parti qu'il a créé, c'est des sens de doctrine progressiste et socialiste. Maintenant, le panafricanisme, c'est juste une vocation qu'il donne à cet instrument. Pourquoi? Parce qu'il a été factuel. Il a tenu compte de son parcours politique. Pourquoi, à un moment, il a été mis en échec? Il a été mis en échec. Parce qu'il s'est rendu compte que, et l'image qu'il utilise, c'est l'image du perron de l'Élysée ou en Chine. Il s'est rendu compte que moi, Gbagbo, seul, avec toute la conviction que je peux avoir, et hélas, tant que nous n'allons pas mutualiser les moyens, tant que nous n'allons pas convaincre les peuples africains, les États africains, qui doivent être gouvernés par des gens qui ont une vocation panafricaine. Parce que le panafricanisme, le frère l'a dit tout à l'heure, c'est un idéal, c'est une vision de penser que lorsque nous allons traiter une crise qui se passe en Côte d'Ivoire, ça ne devrait pas être un coup de fil de Paris ou des États-Unis qui devrait influencer la décision que nous allons prendre. On aurait gagné. On aurait gagné. Ça, c'est sur le plan politique. Et sur le plan économique, bien entendu, c'est pas que je ne fais pas la distinction entre un État et un grand ensemble, mon cher Congo. J'ai quand même un minimum d'intelligence pour comprendre que la Chine, c'est un État. Et quand je parlais des grands ensembles, c'est-à-dire que je prenais la Chine parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la lecture que les gens sont en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a des grands ensembles. Mais le président Gbagbo a néanmoins parlé des États-Unis, de la Fédération des États-Unis. Donc, il rêve un peu de cette fédération africaine. Mais bien entendu, mais ce n'est qu'une vision, c'est une vision par rapport à ce qu'il a vécu. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On doit avoir une prospective. Il rêve de l'Afrique dans 10 ans, dans 15 ans. Il ne sera plus de ce monde, très certainement. Ce que nous avons échoué hier. Et donc, une fois que j'ai dit ça, je dirais encore une autre chose. Mon jeune frère Congo, il doit le savoir. Il y a eu un moment où les intellectuels africains ont théorisé sur les pôles de croissance. Ils voyaient l'Afrique en termes de pôles de croissance. L'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Et il y avait des pôles de croissance. L'Afrique de l'Ouest, ça serait la Côte d'Ivoire ou le Nigeria. Chez nous, en Afrique centrale, la RD. Voilà, un peu dans cette vision qu'est en fait Laurent Gbagbo, mais là, c'est la vision économique. Et lorsque vous lisez son livre, moi, je demande aux gens d'aller lire, parce qu'on ne lit pas assez. Monsieur Mafimba, même si on ne lit pas, moi, ma question, vous parlez de pragmatisme. Excusez-moi. Oui, vous êtes beaucoup, monsieur Gbagbo a laissé des livres, je suis d'accord. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sortie de 10 ans de ce que nous savons. Oui. OK? Dans le discours, je dis bien, le parti vient de s'installer. Je n'ai pas de problème. Nous n'avons pas de problème avec ça. Il a plus parlé des États-Unis d'Afrique,
de la réalité de ce que nous étions, des micro-hectares, etc. Maintenant, et la réalité du terrain sur la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il en a parlé? Il n'en a pas parlé. C'est de ça que je parle. Si on ne résout pas les problèmes ivoiriens, madame, vous avez on résout les problèmes africains. C'est ma question. Vous avez parfaitement raison. Est-ce que vous pensez que au cours d'un congrès, le congrès est fait pour venir donner les solutions ou non? Le congrès est fait pour créer un parti politique avec telle orientation. Maintenant, une fois que le parti politique est créé, il y a des structures. Moi, j'ai animé un parti politique. Il y a des structures qui vont réfléchir sur les programmes économiques, les programmes politiques, l'organisation institutionnelle, les normes institutionnelles et autres. Donc, soyez plus ou moins patients. Et surtout, je l'ai dit tantôt, le Gbagbo d'hier n'a pas changé. Il est resté un Gbagbo progressiste. Donc, le Gbagbo d'aujourd'hui, avec son parti, restera toujours dans cette lignée-là. Maintenant, il y a juste une chose qu'il faudrait comprendre. Pourquoi une des raisons qui a mené à la chute de Gbagbo, à la crise avec on va dire la France-Afrique, la même chose qu'il a eu avec Lissouba, qu'on a eu avec le président Lissouba. Lorsque Gbagbo a osé jouer sur la diversification des partenaires, Paris a dit non. Tel. Voilà. Et donc, il peut partir du principe que si nous avons échoué à ce niveau-là, c'est parce que nous n'avons pas eu des passerelles avec d'autres pays africains. Donc, la vocation serait demain, lorsqu'on se lance dans une telle orientation, on puisse avoir des partenaires qui puissent nous soutenir au niveau africain. Donc, ne soyons pas… C'est ce que je suis en train de vous dire. Bon, après, peut-être parce qu'on va faire un dernier tour de table. Des personnes dont vous exprimez qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui ont bien essayé cela. Oui. Vous parlez beaucoup de Lusumba, vous parlez beaucoup de Sankara, ou bon, je parlerai même de Muammar Kadhafi. Ne sont plus là. Je répète, qui s'est battu pour la libération de Gbagbo? C'est la diaspora et non pas les pays. Est-ce que ce n'est pas utopique aujourd'hui de se centrer sur l'Afrique au lieu que les problèmes ivoiriens ne soient pas résolus? Je vous réponds aujourd'hui. Les chefs d'État qui se sont tus lorsque Gbagbo était en prison, ou bien qui ont été complices de son arrestation. Beaucoup ne sont plus, et là aujourd'hui, renversés par des nouvelles générations de Congo. C'est une nouvelle génération. Écoutez le discours du président malien, écoutez le discours de Doumbouya. C'est des discours qui ont une véritable teinture panafricaine. Donc, je disais tout à l'heure, je terminerai sur ceci. D'accord. Moi, je suis convaincu d'une chose. Le président, et je parle de l'intellectuel en politique, même si mon cher jeune frère me le conteste cela, l'intellectuel, c'est celui-là qui sait faire une analyse de son parcours et de se dire qu'est-ce qui m'a manqué et de se projeter. Et il a pensé aujourd'hui que pour combattre les démocratures, aujourd'hui, c'est le combat contre les démocratures. Des régimes qui ont une teinture démocratique, mais qui sont en fait des autocraties soutenues par Paris, soutenues par Le Drian. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut véritablement faire un travail d'instrumentalisation quand même de la jeunesse africaine qui est au fait de cette actualité-là, même s'il est deux fois radical, comme mon jeune frère Congo, mais qui ont compris qu'il faut une prise de conscience des jeunes Africains, surtout qui sont dans ce pays-ci, pour inverser en fait la tendance. Gbagbo l'a compris, mais demain, je suis convaincu qu'on lui donnera raison. Mais les précurseurs ont souvent tort, vous savez. Ok. Les précurseurs ont souvent tort. Très bien. Monsieur Mafimba, Monsieur Congo, je reviens. Monsieur Aipo, dernier tour de table. Et après, voilà, ça sera la conclusion. Monsieur Congo, à vous. Dernier tour de table. Alors, après tout ce qui s'est dit, hein, clairement, chacun a sa position. Hein, je ne pense pas qu'un débat ait pu influer sur ce que chacun d'entre vous pense, mais chacun a écouté les arguments les uns des autres. Alors, est-ce que vous pensez concrètement que par rapport à la situation africaine, ivoirienne aujourd'hui, le PPA aura sa carte à jouer dans l'échiquier politique ivoirien et africain? Monsieur Congo.
D'accord. Moi, j'attends encore. Okay. Non, monsieur Aipo, je l'ai fait sciemment. Monsieur Mafimba a parlé, monsieur Congo et après vous, s'il vous plaît. Non, bon? Je voulais réagir sur ce que Congo a dit. Hein. Mais tu vas intervenir tout à l'heure. Vous allez intervenir tout à l'heure, monsieur Aipo, s'il vous plaît. Merci. Moi, au répondre au doyen Mafimba, déjà, monsieur Mafimba, c'est vrai, peut-être je semble très jeune d'apparence, oui. Bon, c'est pas aussi, c'est pas un inconvénient. Hein. Mais juste vous dire quelque chose. Déjà, le terme radical, cet adjectif-là, en fait, peut-être sous le paradigme français, européen, est vu négativement. Sinon, il y a des partis radicaux qui gèrent leur pays tranquillement. Non, j'ai dit radicalité éthique. J'ai ajouté éthique. C'est pas la radicalité en tant que éthique. D'accord. Dans l'éthique. Voilà. Éthique, c'est important. Moi, je ne me trouve pas radical sur le plan éthique, parce que ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui ont ces mêmes fonctions-là. Ils pensent à leur peuple, ils sont pragmatiques, ils voient la réalité. Vous avez parlé du président Laurent Gbagbo, mais à côté de la Côte d'Ivoire, il y a un pays qui s'appelle le Mali, qui a eu les mêmes ingrédients, le même artifice, une force française demandée par le président malien de l'époque, l'ONU qui s'installe, mais qui ne fait pas le job. Il a fallu des personnes qui aient la volonté politique. Et ce n'est pas quelqu'un qui a eu un bagage universitaire, qui a pris ses décisions avec son équipe. Il s'appelle Assimi Goïta, nous le voyons. Nous avons quasiment le même âge, nous venons de la même génération. Il faut savoir que le Mali est entouré d'une des plus grosses bases en Afrique de l'Ouest, qui est Abidjan. Mais les Maliens ont pris leur décision. Il faut avoir ce qu'on appelle la volonté politique de faire cela. Alors, donc, n'arrêtons pas, ne nous asseyons pas là pour toujours avoir le même discours qu'on a eu, que politiquement on va se sauver. Il y a un monde qui fonctionne. Il y a ce qu'on appelle la géopolitique. Les jeunes Africains doivent être au courant de ce qui se passe dans le monde. Monsieur Mafimba, je suis un enfant aussi issu, hein, je peux dire que je suis un intellectuel. J'ai eu les mêmes diplômes aussi en Afrique et en Europe. Peut-être je suis pas encore docteur à l'université, mais ça veut absolument rien dire. Mais je me suis plus instruit en sortant de ce système scolaire qu'on nous donne. Et j'ai compris comment se faisait spolier tout le temps. Alors, donc, il faut à un moment être réaliste. Chez nous, il y a des personnes qui prennent des décisions. Aujourd'hui, ça nous sert de cas d'école. On a eu deux styles. On a eu des politiciens, puis on a eu des personnes qu'on sous-estime chez nous, qu'on appelle des officiers supérieurs, mais qui ont pris des décisions. Aujourd'hui, le Mali bouge. On voit que le Mali bouge. Et c'est cette réalité, c'est ce pragmatisme qui nous manque en Côte d'Ivoire. Parce que les masses ne sont pas formées. Les masses font l'objet du culte d'une seule personne, quel que soit le camp politique. Et c'est ce que nous déplorons. Quand vous discutez, vous parlez politique avec des gens, on a l'impression que ce sont des Ivoiriens, mais ce sont des Français qui croient bêtement à ce qu'on appelle la démocratie. Vous avez des élections chez vous et à chaque moment, vos leaders politiques vont à Paris pour aller voir Macron pour que le scrutin se passe bien. Vous trouvez ça normal? Le président Laurent Gbagbo qui a été élu en 2000, excusez-moi Madame Babli, il faut que je dise aussi à M. Mafimba et M. Aipo, comment se fait-il que le patron de la DGSE, des renseignements généraux français, le président Laurent Gbagbo gagne les élections en 2000, M. Alain Boer se trouve chez lui, à son domicile, à côté de lui? C'est comme si vous dites qu'en France, un président français gagne les élections et le président ou le représentant des renseignements généraux ivoiriens se trouve au sein de l'Élysée à côté de lui. Mais c'est scandaleux. Et quand on dit cela, c'est pas parce qu'on veut tirer à boulet rouge, c'est parce qu'on veut que les choses changent. On ne peut pas être colonisé et esclave et être dans une mangeoire et avoir des visions de quelqu'un qui se libère. C'est tout simplement rêvasser et rêver et rêver. Tu vas au champ, tu cultives, tu auras ta récolte. C'est tout. On appelle cela le pragmatisme. C'est pas être radical. Donc, moi, ce que j'aimerais dire pour le PPACI, il y a un scrutin, il y a des élections qui arrivent. Ils vont avoir quelques postes, ils vont avoir quelques miettes. Je l'ai dit lors des dernières législatives qu'ils allaient avoir quelques miettes pour faire semblant, leur donner une sensation qu'ils existent dans le jeu politique. Mais il y a quelqu'un qui maîtrise pour le moment sur le terrain, Jonathan Ouattara et Paris. Donc, ils auront quelques miettes pour qu'ils puissent manger, ils puissent essayer de se ménager politiquement, tout simplement. Donc, certains partis, je ne vois pas, son avenir est tellement mitigé. Prions que leurs leaders soient en pleine forme, parce que l'entourage même sont des personnes qui, pour moi, n'ont pas fait leur preuve. Nous avons perdu une guerre en 2010, nous avons perdu une guerre aussi en 2002. En 2002-2010, on n'a pas fait ce qu'il y avait à faire. Si on ne tire pas les leçons du passé, et on peut faire être encore dans notre orgueil, et à rêvasser et à compter sur les ténèbres des armées, je leur dis bonne chance, et nous verrons la réalité sur le terrain. Merci. À compter sur l'éternel des armées, monsieur Congo, là, vous donnez une image religieuse de la chose. Mais je pense que ça commence à le combat. Mais le culte du chef, regardez, lisez les commentaires des personnes qui soutiennent Laurent Gbagbo. Ce pas des personnes qui politiquement sont formées. Je parle de la masse. Hein. Je parle de la masse. Ils ont une vision du chef
comme c'est du christocentrisme. Mais ça c'est la vision de tous les Africains. Vous partez dans d'autres pays, c'est pareil. Je vous ai dit, j'ai dit tous les partis politiques ont cette vision selon leur réalité. Donc, on a le droit de défendre son chef. Non, mais c'est quelque chose qu'il faut enlever. Parce que, par exemple, la France qu'ils aiment tant, il y a aussi le leader. Il y a le leader qu'on vote, mais il y a la machine politique, il y a le parti et il y a les idées. Pourquoi chez nous, c'est du christocentrisme? On se sent sur une seule personne. Mais une fois que cette personne est touchée, mais c'est fini. On casse complètement la lutte. Et c'est ce qui se passe. Et c'est comme ça tout le temps. Même que ce soit aux États-Unis avec Malcolm X, ils nous gagnent tout le temps comme ça. Et il y a une autre façon de penser. Et il y a une école politique. Monsieur Mafimba a dit, le socialisme a bien existé chez nous avant. Mais pourquoi on ne s'inspire pas de ce qu'il y a chez nous, d'accord, pour pouvoir avancer? On dit qu'on est intelligent. Pourquoi on ne peut même pas créer même un mode de fonctionnement qui ne permettrait pas aux Européens, aux Occidentaux de venir dire que nos élections sont crédibles? On aurait évité davantage de morts. Simplement parce que ces personnes-là me font penser au film Casse-Nègre, où le vieux Médouze, on lui donnait sa liberté, mais arrivé au bout du chemin, il avait peur de voir ce qui allait se passer demain. C'est comme ça, nous, les Noirs, nous sommes. On ne peut pas avancer. Nous sommes des grands enfants. À un moment, on a forcément besoin de la légitimité, de la caution des organisations dites internationales pour pouvoir avancer. On ne pourra jamais. Le pragmatisme, rien que le pragmatisme. Chers Africains, formez-vous, armez-vous des sciences comme Cheikh Anta Diop l'a dit, et vous verrez, vous allez sortir de tout ce que vous voyez actuellement. Tout simplement. Monsieur Congo, est-ce qu'on peut vivre en autarcie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous appelez vivre en autarcie? Je veux dire, est-ce que la Côte d'Ivoire, là, peut se permettre aujourd'hui de ne pas être alliée à la France, à la Chine, à la Russie? Enfin, je pose la question. Madame Babi. Oui. Le bilan, d'accord, de ce que la France nous a apporté, nous, en colonie Côte d'Ivoire. La France a toujours marché sur le dos de la Côte d'Ivoire. On n'a rien gagné. Si c'est avec des semblants de goudron ou de quoi, de quoi vous appelez, ou même un semblant d'instruction. Bon, laissons la France. Est-ce qu'il faut s'allier à la truc ou mais il faut vivre en autarcie soi-même, compter sur soi-même? On ne peut pas vivre en autarcie. On ne peut pas vivre en autarcie soi-même parce que nous sommes des humains, quoi qu'il arrive. Je prends l'exemple de, et excusez-moi, je suis en train de parler. La Corée du Nord, qui est l'un des pays les plus fermés, mais à des personnes, des États avec lesquels ils coopèrent avec Cuba, ils coopèrent avec la Russie. Donc, on ne peut pas, mais il faut choisir les partenaires, avoir le courage de choisir les partenaires. Nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves de nos choix politiques. C'est pas les Ivoiriens, c'est pas le peuple autochtone qui a décidé de choisir d'embrasser la France comme partenaire politique. On nous l'a imposé. Pourquoi on fait dans une illusion pour dire que non, on est en démocratie, on a le choix de faire ça? Monsieur Mafimba, les élections en Côte d'Ivoire, vous trouvez normal que Ouattara soit en France, Soro Guillaume soit en exil en France, Afin Guestin vienne en France, Bédier écrit à Macron. Mais attendez, c'est une foutaise.